Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Art Talk. Je suis Mandrin Godez, toujours en compagnie d'Anaïs. Coucou. Voilà, et aujourd'hui Rose est absente, on sait pas pourquoi, peut-être qu'elle est en retard, peut-être qu'elle a un empêchement, elle ne nous a rien dit. Donc vous pouvez nous retrouver sur nos pages Instagram, sur Discord pour venir discuter avec nous. On a aussi une adresse mail si vous avez des questions. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter, tous les liens sont dans la description. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Monsieur Lucas Strano. Bonjour Lucas. Bonsoir. Ah, Bonsoir tout le monde. Alors c'est bien, on commence par bonjour et lui dit bonsoir, les gens Voilà. savent plus. Voilà, bah, ok, C'est ça. bah, voilà. Alors, si vous voulez, on garde le bonjour et on mentira sur l'heure. Voilà. Ça me va. Bonjour, il est 21h. C'est ça. Donc je disais bonjour, voilà, comme ça Bonjour. on part sur de bonnes bases. Exactement. Alors, eh bien Lucas, à ton tour, parle-nous de ta vie, raconte-nous un peu ton expérience, comment est-ce que tu en es venu à faire du dessin, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu? Dis-nous tout. Alors, qu'est-ce que je fais, qui je suis? J'ai commencé à me poser des questions assez jeune sur ce que je voulais faire, hein, comme certains qui ont la chance de... Enfin, je pense que c'est plutôt une chance de se rendre compte de ce qu'on veut être plus tard. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la BD. Donc, vers 13 ans, j'ai commencé un peu plus à assumer ce genre de choses, en partie grâce à mon papa qui m'a toujours invité à aller dans ce sens. Et du coup, ça paraît assez étonnant, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, la BD m'a conduit à découvrir l'animation 2D. Du coup, quand j'ai eu le bac, il était question de continuer des études et je me suis dirigé vers la 2D. Entre-temps, j'ai vu les Shrek. Alors, ça paraît anodin aussi, mais Shrek, à l'époque, en tout cas, ça m'avait mis une grosse claque parce que la 3D, je connaissais pas vraiment et je trouvais ça super beau, réaliste, drôle. Et je me disais que les gens qui faisaient ce métier, c'était les plus chanceux de la Terre, quoi. Mais bon, voilà, la 3D, ça n'empêche que je sais pas vraiment ce que c'est, et du coup, je me concentre vers la 2D. Et puis, en fait, très rapidement, quand on met le pied dans une école 2D, on entend parler de la 3D. Et simplement, en fait, je me suis passionné assez vite parce que c'était super, quoi, de découvrir ça. Et le temps de mes études, je suis devenu modeleur 3D, donc comme Mandrin. Et du coup, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 4 ans. 4 ans et des bananes peut-être. Bref, donc mon travail c'était de faire de la conception et réalisation de décors ou personnages pour des films d'animation 3D, en tout cas des prods, des prods de films quoi. Et du coup après quelques temps à faire ce boulot qui m'a énormément plu, hein, qui m'a satisfait, je me suis juste en fait, enfin c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais je me suis rappelé un peu aussi pourquoi j'avais fait ça. Et mon but premier c'était de faire la BD. Et je suis arrivé à un stade où en fait j'ai un peu eu envie de me faire plaisir et du coup de lâcher un petit peu ce domaine-là pour me plonger un peu plus dans l'illustration et la BD. Et du coup, économiquement, je m'attends pas à vivre de ce rêve avant quelque temps en tout cas. Et du coup, non pas que ce soit que motivé par l'argent, je me suis intéressé au tatouage depuis quelques années hein, maintenant. Et du coup, voilà, j'en suis aujourd'hui à faire de l'illustration quand on me commande des choses, de la BD. Donc je suis sur un projet en ce moment, mais qui m'appartient entièrement. Donc c'est pas une commande, c'est vraiment moi qui le fais de mon propre chef. Et du coup, en parallèle, je fais du tatouage, on va dire, j'essaie de faire un mi-temps. Donc voilà. Bon. Si je dois résumer, aujourd'hui, après avoir fait de la prod 3D, je fais un mi-temps tatouage, un mi-temps mon projet BD. D'accord, super. Et du coup, ouais, comment ça se passe en fait quand tu veux accéder au monde du tatouage en fait, parce que c'est quand même un truc. Je sais pas s'il y a des écoles ou des trucs comme ça de tatouage. Alors, je vais pas forcément être le plus légitime pour parler de ça, étant donné que d'une, j'ai pas fait un parcours dit classique, et de deux, je suis pas encore suffisamment avancé dans ce milieu-là. Je mets un petit pied dedans, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un guest. Donc, je suis dans un salon de tatouage en août pendant 10 jours. Avant ça, j'ai eu une petite expérience dans un salon. Et avant ça, je faisais ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire tatouer chez soi pour s'entraîner. D'accord. Donc, comment on fait? Alors, le parcours
dit classique, c'est effectivement, il n'y a pas d'école. Alors, il y a des écoles, il y a des, comment dire, il y a des entre guillemets écoles qui te proposent une formation de quelques jours, quelques semaines, 2 ou 3 semaines, qui se disent école de tatouage avec un diplôme de tatouage. On va pas se mentir, on imagine assez facilement que c'est pas en 2-3 semaines qu'on apprend un métier et que ces écoles-là, elles sont pas on peut s'en passer allègrement. Alors moi j'ai voulu quand même tenter l'expérience parce que je me suis dit sait-on jamais, et voilà, j'ai pas été déçu dans le sens où je m'attendais pas à mieux que ça, c'est-à-dire c'est pas incroyable. Donc le parcours classique, comment ça fonctionne? Et ben en fait tout bonnement on monte un book, on va voir un salon qui nous plaît ou en tout cas on va voir un salon et on essaie d'obtenir une formation chez ces personnes-là. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt à passer X temps, on va dire ça va de 3 mois à 9 mois à peut-être une année de formation dans ce salon. Donc suivant l'équilibre du contrat établi entre vous, c'est souvent pas rémunéré, voire peu rémunéré. Et du coup, on est censé apprendre petit à petit au sein de ce salon, au sein d'une équipe, et de devenir petit à petit tatoueur avant d'un jour changer de shop ou rester dans ce shop ou avoir son shop, etc. Voilà, ça c'est un parcours qui selon moi est un petit peu voué à disparaître parce que c'était ce qui était beaucoup fait avant. Je pense qu'il y a une scission dans le tatouage à présent entre un peu la génération qui est avant nous et un petit peu nous. Parce que avant c'était un petit peu des gens qui étaient un petit peu en dehors de la société qui devenaient tatoueurs. Aujourd'hui, c'est un peu des artistes qui deviennent tatoueurs. Du coup, ça fait je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien. C'est en tout cas, si on doit faire un cliché de ce qu'est le monde du tatouage aujourd'hui, c'est un petit peu voilà, on est en transition de ça. Donc je pense que la façon de devenir tatoueur, elle va sans doute être modifiée avec le temps. Et parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de gens comme moi qui vont un peu se former en autodidacte. Ouais. Peut-être moins en salon avec la formation classique. Mais bon, je me trompe peut-être. Ça, voilà, je suis pas super idéal pour parler de ça, mais voilà. D'accord. Mais ouais, du coup, c'est intéressant parce que oui, c'est tatouage. Enfin, aujourd'hui, tout le monde est tatoué. Hein. Franchement, il y a plus grand monde qui a pas de tatouage. Tout le monde est tatoué. Et puis attention, avant on était moins tatoué, mais attention, avant on était moins tatoué en France. Ouais. Il y a plein d'autres pays. Le tatouage, ça fait 60 000 ans que l'homme se tatoue. Les Inuits. Enfin, en Afrique, enfin partout en fait sur Terre, on a des traces d'hommes qui étaient tatoués. Et déjà à l'époque, c'était pour des raisons religieuses, thérapeutiques, esthétiques, de séduction. Je pense que l'homme, il n'est pas prêt d'arrêter de se tatouer. Mais par contre, on va connaître des hauts et des bas dans à quel point on se tatoue et pourquoi on se tatoue. Mais il y a toujours eu beaucoup de raisons différentes de se tatouer et on s'est toujours tatoué, quoi. Ouais, c'est intéressant aussi d'avoir de voir à quel point ça change, quoi. Enfin, aujourd'hui de plus en plus. Il y a plein de choses. Parfois le tatouage c'est punitif, parfois le tatouage au contraire ça réunit les gens. Ouais. Parfois c'était le chef du village qui te tatouait parce que c'était vraiment le truc social obligatoire. Parfois, c'est au Japon, pendant un temps, ça a été vraiment les prisonniers, suivant le tatouage que tu avais, ça expliquait au monde, en fait, la peine qu'avait été la tienne, enfin, pourquoi tu t'es retrouvé en prison, et bah, c'était marqué sur ton front, sur ta main, ouais. Donc c'était, voilà, il y a une sacrée histoire avec le tatouage. Ouais. Avant, tu voyais pas autant qu'aujourd'hui des gars avec tout le bras couvert d'encre et dans le cou et tout ça. En France, non, parce que culturellement, déjà, c'est venu très tard, nous. Et voilà, tu vois, il y a 60 ans, je suis pas exact dans la date, mais je crois que c'est il y a genre 60 piges qu'il y avait le premier tatoueur en France. Hein. Ouais. 70 peut-être, tu vois, mais pas bien plus, quoi. Mais c'est, moi j'aimerais bien qu'on parle aussi de tout l'aspect pas mental, mais tu sais, si en fait, ça le rapport à la pression que t'as quand tu fais un tatouage, parce que non seulement c'est indélébile, mais c'est pas indélébile sur une feuille A4 que tu vas pouvoir jeter, quoi. C'est indélébile sur quelqu'un. C'est une transformation de ton corps. C'est sûr que c'est un. Mais même pas en tant que personne qui se fait tatouer, mais vraiment en tant que toi, le tatoueur qui fait un dessin
sur quelqu'un en fait. C'est-à-dire que t'as pas droit à l'erreur parce que si tu te rates, ouais. c'est sans retour sûr. quoi. C'est sûr. Je dois avouer qu'en tant qu'humain, j'ai été très apeuré de ces premiers tatouages parce que j'étais dans la peur terrible de faire l'erreur. Et voilà, je suis dessinateur à la base, donc d'une certaine façon, je passe le plus clair de mon temps à essayer de faire de belles choses. C'est sûr que c'était une peur assez violente de faire des choses moches sur des gens. Ça, c'est sûr que... Moi, j'ai... Ouais. Vas-y. Question bête, excuse-moi de t'en parler tout à l'heure. Lucas, tu disais au début, tu as fait l'erreur de tatouer chez toi, mais pourquoi ça? Alors, quand je dis que j'ai fait l'erreur, je l'assume assez bien, c'est-à-dire que j'ai très rapidement fait une formation hygiène pour être certain de ne pas faire des bêtises, parce que il y a le premier facteur de ne pas faire des choses moches, mais il y a aussi et surtout celui de ne pas faire de bêtises avec la santé, la tienne et celle de la personne que tu tatoues, parce que tatouer, c'est créer une blessure chez quelqu'un, et c'est littéralement ouvrir les pores de sa peau, faire un passage même dans la peau, et c'est la protection la plus super qu'on ait pour protéger notre corps, quoi. Et d'un coup tu l'ouvres, et du coup voilà, je voulais vraiment pas faire de bêtises à ce niveau-là, mais du coup quand j'ai dit que fais la bêtise de le faire chez moi, c'est parce que voilà, si tu vas dans un salon, la plupart des gens te diront que c'est appelé les scratchers, ceux qui font ça. C'est un terme pour dire qu'en gros, c'est des gens qui payent pas de taxes, qui font ça chez eux, etc. Alors moi, c'est pas vraiment ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je l'ai pas fait dans la volonté de faire un commerce illégal. C'était surtout d'apprendre pour avoir pour passer la case mince. J'avais pas envie de faire de formation, je me suis dit je vais apprendre seul, et voilà. Donc j'ai fait ça chez moi, mais j'ai fait ça chez moi dans les règles, c'est-à-dire qu'au niveau de l'hygiène, j'avais un matériel, des encres, une stérilité de certains de mes outils qui étaient obligatoires, et j'ai fait ça consciemment, en nettoyant comme il fallait, comme si c'était un salon. Après, ça n'empêche que c'est toujours mieux de faire ça dans un salon parce qu'il y a des facilités pour nettoyer, pour préparer, etc. Mais voilà, j'ai pas fait de bêtises avec l'hygiène, ça jamais. J'ai tout de suite été très au fait de ce que je devais faire niveau hygiène. Ouais, parce que oui, il y a ça aussi. Ah tiens, bonjour. Ah, mais dis donc, c'est Rose. Bonjour Rose. Bonjour, enchantée, excuse-moi. Voilà. Et voilà. Rose est revenue. Et du coup, la raison de ton absence était une panne de mémoire. Ah oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Amandrin s'attendait à ce que tu aies une super excuse, donc on te laisse encore une petite minute pour trouver mieux. Mon excuse, c'est qu'il y avait quelqu'un dans ma famille qui allait vraiment pas très bien. Alors non, mais t'en fais pas. T'inquiète. Et voilà. Et sauf que du coup, c'est vrai que En plus, je me suis dit, vas-y, note-le quand même. Je me suis dit, oh non, c'est pas la peine de noter. Ça va, c'est dans 3 jours. Je vais pas oublier. Et si. Et oui. Pas grave. T'es avec nous maintenant, là, c'est très bien. Voilà. Et donc, on parlait de tatouage. Voilà. Et d'hygiène, en l'occurrence. D'accord. Alors, du coup, petite question, vous avez commencé un petit peu. Ouais. On a un peu commencé. D'accord. Donc, du coup, bonjour aussi aux gens qui écoutent. Voilà. Là, tout le monde peut savoir que je suis un sac. Mais c'est pas grave. T'inquiète. Et du coup, hygiène. Et du coup, Lucas aussi, je suppose, oui, on parlait du stress aussi de tatouer, etc. Parce que c'est quand même pas anodin comme geste en personne. Et du coup, ton premier tatouage, la première personne qui t'a tatoué, ça s'est passé quoi? Enfin, alors, ce stress, comment tu l'as vécu? C'était une amie qui était très à l'écoute. En fait, elle était assez consciente, elle était tout à fait consciente que c'était mon premier. Et en fait, elle se faisait tatouer par une nana qui était comme moi, donc débutante, à la différence qu'elle s'était tatouée presque tout le corps, elle-même. Donc c'était un genre, mais c'était assez peu réussi. Et en tout cas, voilà, elle était tatouée de partout, cette amie. Et du coup, ça la dérangeait pas d'avoir. Elle voyait le tatouage comme un instant, un souvenir. Et du coup, ça est assez étonnant à dire. Ça l'embêtait pas qu'il y ait toutes les imperfections qu'il y aurait. Et du coup, elle m'a invité à être à ce que ce soit ma première cliente.
Enfin, cliente, c'est pas le mot, mais on s'entend. Le cobaye. Du coup, voilà, exactement, le cobaye numéro 1. Et du coup, elle s'est fait tatouer par 2 débutants en même temps. Donc, moi, j'avais le coude et la fille qui l'a tatoué lui tatouait la cuisse. C'était assez étonnant comme instant, mais bref. Et je me souviens plus vraiment, mais il me semble avoir hésité 8-9 longues minutes avant de piquer la première fois. C'est-à-dire que ma machine était prête, l'encre était dans la buse, et voilà, il n'y avait plus qu'à. Et j'avoue avoir été vraiment bloqué. Enfin, franchement, hein, elle m'a vraiment détendu pour le faire. Elle m'a vraiment dit que peu importe le résultat, ça lui irait, c'était pas ça qui comptait, etc., etc. Au final, ça a été, c'était pas cata. C'était surprenant à faire parce qu'avant ça, je m'étais entraîné que sur de l'orange, de la banane, la couenne de porc. Donc c'était d'un coup pas du tout la même surface, pas du tout la même température, pas du tout la même, pas la même expérience du tout. Mais voilà, on est obligé de passer par là. Mais c'est vrai que le premier, j'ai mis très longtemps avant d'oser. Ouais. Et puis, mais bon, après, voilà, hein, cette peur, cette crainte que j'ai pu éprouver, elle est arrivée longtemps parce que j'ai tatoué des amis proches. Après, j'ai tatoué ma sœur. Après, j'ai tatoué mon père. Et alors, mon père, je pense que dans le genre plus grand stress. Et en fait, ça a été. Voilà, petit à petit, c'est vrai qu'on se détache du stress. Déjà parce qu'on sait que. Alors, les premiers tatouages, ils sont pas exceptionnels. Hein, ils ont d'énormes défauts. Ça reste des tatouages de débutants total. Et en plus, encore une fois, autodidacte. Alors, on apprend un petit peu plus doucement quand on apprend seul. Enfin, en tout cas pour moi. Mais avec le temps, quand même, on comprend des choses, on a du recul sur la cicatrisation, donc on fait moins de bêtises. Et du coup, finalement, assez rapidement, je mets des guillemets, mais assez rapidement, et ben en fait, on se détend un petit peu sur ça et on arrive avec moins de stress à travailler, du coup à moins trembler, du coup à être plus efficace, du coup à mieux tatouer, etc. Ouais, mais c'est assez impressionnant quand même parce que quand je vois moi la pression que j'arrive à mettre juste en dessinant dans mon carnet au crayon, tu vois, avec ma gomme à côté, je me dis écrire sur quelqu'un, enfin même lui injecter de l'encre sous la peau et que ça partira jamais, tu peux rater le dessin, mais comme tu disais, tu peux aussi rater le coup de l'hygiène, etc. Ça peut s'infecter et tout, il y a vraiment des conséquences quoi si tu fais pas ça bien. C'est vraiment quelque chose qui est assez, enfin c'est irréversible quoi. Alors voilà, donc le coup d'hygiène, il y a quand même un protocole à mettre en place qui est à apprendre, mais on peut pas mal compter dessus quand même. Donc j'ai été inquiet de ça, mais j'ai vraiment acheté le meilleur des matériaux quoi. Ouais. L'encre, les aiguilles, tout ça. Enfin, j'ai vraiment rien acheté de. En fait, en France aujourd'hui, pour faire des gros problèmes d'hygiène, faut un peu le chercher. J'ai tendance à dire, c'est-à-dire que à moins qu'on ait vraiment des notions d'hygiène, je veux dire abominables, qu'on se lave pas les mains, qu'on exagère quoi, qu'on passe pas, qu'on désinfecte rien avant, etc. Si on fait un minimum ça correctement et qu'ensuite on achète ce qui est aiguille, encre et ce matériel-là qui doit être stérile, si on l'achète de qualité, vous savez, c'est un peu comme les préservatifs, quoi. Il y a le CE qui est écrit dessus. Ouais. S'il y a cette assurance-là et que c'est bien conservé, bon, il peut toujours se passer des choses. Hein. Encore une fois, le problème le risque zéro des n'existe champignons, pas. des virus, des bactéries, c'est que ça peut être en suspens dans l'air et que ça se développe extrêmement vite, etc. Mais bon, du coup, voilà, il y a un protocole qui est mis en place qui est assez fort quand même, qui est assez complet. Donc voilà, il peut se passer des choses, mais honnêtement, on peut quand même assez se reposer dessus si on le fait bien. Par contre, voilà, pour le stress de la peau, de faire un truc qui est raté, de faire un truc qui vieillit mal aussi, parce que la peur du raté, effectivement, sur l'instant, on peut être rassuré, mais ça peut aussi très mal vieillir. Très mal vieillir, ça veut dire ça peut flouter, ce qui est naturel, hein, parce que le pigment, après, il vit dans la peau. Du coup, ça peut se transformer un petit peu. On a tous vu des tatouages mal vieillis, qui ont bleuté, qui ont verdi, qui ont flouté, etc. Dans une certaine mesure, c'est pas normal, c'est-à-dire que suivant notre peau, notre génétique, etc., où l'encre utilisée, ça va plus ou moins devenir bleu, plus ou moins devenir vert, plus ou moins devenir gris. Enfin, tu vois, il peut y avoir des choses un petit peu comme ça. Et puis voilà, flouter, c'est dans une certaine mesure normal.
il faut s'attendre à ce qu'il y ait une évolution entre la pique, entre le jour de la session tatouage et puis le futur. Mais voilà, non, c'est vrai que c'est un métier qui me change de l'illustration parce que en fait, on se rend compte qu'on a un confort dans l'illustration. On a ce retour en arrière, notamment avec le numérique, enfin, ce CTRL-Z qui est relativement magique, qui d'un coup n'existe plus du tout. Puis ta feuille, elle crie pas quand tu dessines dessus, quoi. De quoi ? Puis ta feuille, elle crie pas quand tu dessines dessus aussi. Ouais, après voilà, il y a aussi effectivement la sensation des gens. T'en as qui sont de braves guerriers, qui ne bronchent pas et qui ne bougent pas, qui se plaignent pas, quoi, et qui ressentent peu la douleur, voire pas. Et puis t'en as d'autres qui la gèrent aussi très bien, mais t'en as effectivement, parfois, tu arrêtes la séance avant la fin parce que la personne n'en peut plus. Ça, c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Ouais. Ou t'en as qui vont être un peu plus agacés, t'en as qui, tu sais, voilà, quand on est de mauvaise humeur, quand on a mal, on est un peu moins sympathique et parfois ça arrive, quoi. Moi, j'imagine. Mais donc voilà, c'est sûr que pour plein de raisons, c'est très différent de l'illustration. En fait, certains autour de moi me disaient, ouais, mais Lucas, tu dessines bien, du coup, claque des doigts, tu vas être tatoueur. Ouais, non, pas du tout. C'est vraiment pas du tout pareil, déjà parce que c'est pas les mêmes outils. C'est pas le même support, c'est pas la même expérience du tout, quoi. J'ai presque envie de dire que ça aide pas d'être dessinateur pour le tatouage. Alors ça peut aider pour créer des designs, bien sûr, mais ça aide pas tant que ça pour tatouer, quoi. Puis même, enfin, ne serait-ce que la forme d'un bras, d'un mollet ou quoi, d'un bras, d'un doigt, d'un pied. Si vous voulez vous rendre compte à quel point c'est dur de dessiner sur un truc qui est pas plat, vous prenez une bouteille de lait, vous enlevez l'étiquette, vous prenez un marqueur et vous essayez de dessiner un truc dessus, vous allez voir comment vous galérez. Ah non, puis en plus chacun a sa peau, hein. Là, c'est une peau ferme, tantôt élastique, épaisse, molle, osseuse, enfin fine, enfin non, il y a de tout. Et puis même juste l'outil aussi, enfin entre un crayon et l'outil un dermographe qui vibre à 100 allers-retours par seconde et qui fait un boucan pas possible. C'est clair, faut le maîtriser aussi, quoi. C'est pas pareil, bien sûr. Donc, brancher un câble qui peut traîner, qui peut se prendre, qui peut faire tomber la peinture à côté. Non, mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Non, mais je trouve que ce que tu disais, je refais rebond à ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je trouve ça beau, en fait, le fait que tu aies tatoué ton père et ta sœur. Enfin, je trouve que c'est un petit accomplissement quand même en tant que tatoueur, enfin, que tu aies tatoué ta famille. Moi, je trouve ça vachement beau, en fait. Je suis assez content de ça. C'est vrai que ma sœur était très emballée, et du coup, c'était assez pas facile, mais bon, elle était très, très motivée de ça. Mais c'est vrai que mon père, j'aurais pas imaginé. Voilà, disons que j'étais moins surpris de tatouer ma sœur que mon père, quoi. Et c'est vrai que tatouer mon père, ça me semblait être enfin, ça c'est con, hein, mais c'est la figure paternelle, c'est celui qui me criait dessus quand j'étais petit, c'est celui qui me disputait, c'est celui qui tout ça, et d'un coup, bon, il n'était pas que ça, hein, mais d'un coup, c'est étonnant de le marquer, ouais. Ouais, c'est celui qui te disait de pas dessiner sur les murs quand t'étais petit, puis au final c'est toi qui lui écris dessus à lui, tu vois. Voilà. Donc donc c'est sûr qu'il y a une pression parce que je veux le satisfaire, je veux le rendre fier, bien sûr. Après, doit y avoir aussi un côté en tant que personne qui a un tatouage fait par quelqu'un de sa famille avec qui apprécie beaucoup et tout, ça doit avoir une valeur émotionnelle qui fait que peu importe le petit défaut, c'est attachant, quoi. Non, mais carrément. Et puis bon, il en est très content, j'en suis assez content aussi. C'était une bonne expérience. Et puis après, en termes d'ego, oui, c'est sûr que c'est par contre très agréable d'être tatoueur, de voir des gens avec ses tatouages. Ça fait super plaisir. C'est un petit peu. C'est un peu. C'est revalorisant, quoi. Ouais. C'est pas pareil que quand je travaille pour un film et que on est 200 à faire des choses bonnes pour le film. Forcément, il y a moins de retours par rapport à ton travail personnel. C'est un travail d'équipe et c'est très beau le travail d'équipe. Mais c'est vrai que parfois, le discours du producteur à la fin de l'année de travail pour dire « Ah, bravo, vous êtes tous incroyables, merci à tous », bon, ça fait pas le même effet, quoi, c'est sûr. Non, c'est sûr, bien sûr. C'est clair. Après, on ne vit pas pour recevoir des félicitations de la part des autres, mais bon... Ouais, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Ça va pas déplu. Et du coup, pour refaire écho à ton moment où tu étais modélisateur 3D, tu faisais quoi exactement comme modé? Enfin, tu faisais surtout des props, des caras? Ouais, j'étais modeleur 3D. Donc en fait, j'ai eu 2 expériences en entreprise. La première, j'étais pas encore diplômé, c'était sur une série
dans les studios de Studio 100 qui faisait Heidi à l'époque sur TF1 le dimanche matin, si ma mémoire est bonne. Et mon travail, c'était donc de modéliser le décor, donc un décor, une maison, une montagne, un arbre, ce que tu veux, ou effectivement des props, donc des objets en tout genre, une guitare, tout ça. Mais je faisais aussi les animaux, les personnages. C'était une petite boîte, une petite infrastructure, donc en fait, un modeleur faisait personnages et décors. C'est vrai que dans certaines boîtes, comme après à MacGuff, là où travaille aussi Mandrin, on a tendance à séparer les choses parce que c'est pas vraiment la même nomenclature, c'est pas vraiment la même façon de faire, et du coup, vu que l'idée c'est de produire le plus vite possible, enfin pas forcément le plus vite possible, c'est pas la course non plus, mais d'être efficace, on a tendance à séparer les choses comme ça, et j'ai eu la chance de choisir et j'ai voulu les décors. Et du coup, mon travail là-bas, c'était vraiment de faire les décors des films, quoi. Donc tout ce qui peut être décor ou propre, c'était assez cool à faire, c'était un régal, quoi. Ok. Et pendant que tu modélisais, du coup, tu pratiquais aussi le dessin à côté? Enfin, je suppose que tu n'as jamais quitté le dessin, en fait. Ouais. Alors, pendant l'école, pendant que j'étais à l'école, c'est vrai que je l'ai un peu mis de côté, je le regrette un petit peu. J'étais très... En fait, voilà, hein, moi, quand je suis arrivé à l'école, quand je me suis dit, tiens, je vais faire de la 3D, je vais être tout à fait honnête, hein, donc on était en 2012, je dis pas trop de bêtises, 2011 même, je savais pas me servir d'une clé USB, c'est-à-dire que littéralement, tu me demandais, tiens, copie ce film sur la clé USB, ça me faisait chier que tu me demandes ça, parce que je savais pas vraiment le faire, j'adorais pas, quoi. Tiens, allume l'ordi, ça me fait... Donc du coup, la 3D, honnêtement, ça m'a fait très très peur, j'avais vraiment peur de pas être au niveau, j'avais très très peur de pas maîtriser. Maya, puisque c'est le logiciel phare avec lequel on t'apprend à faire la 3D, j'ai mis 6 mois avant de m'y sentir à l'aise, j'ai travaillé énormément, j'avais pas un professeur très très pertinent malgré le prix de l'école, et du coup t'apprenais un peu seul, alors, avec les gens de ta classe, mais c'était pas évident, ça m'a fait peur pas mal. Du coup, j'ai vraiment mis de côté le dessin pour me concentrer sur la 3D pour atteindre un niveau correct et bon. Et du coup, j'ai pas vraiment dessiné. Une fois que j'ai commencé à bosser à MacGuff, oui, j'ai repris le dessin parce que je faisais un petit peu d'illustration à côté, ça m'arrivait, on pouvait me commander des choses en tout genre, des particuliers, des entreprises, ou des travaux personnels, hein. J'ai jamais arrêté d'en faire. Donc oui, je continue le dessin, et honnêtement, c'est surtout là que j'ai appris à dessiner, parce qu'avant ça, je faisais ça pas concentré de la même façon, avec moins de sérieux. Ok. Ouais, et du coup, comment est-ce que tu gérais le fait d'avoir un taf à plein temps? Parce que bon, les contrats chez Guff, c'est quand même 40 heures par semaine. Et en plus de ça... 39 heures, Mandrin, 39 oui, heures. bon, pardon, 39, excuse-moi. Mais ouais, enfin, je veux dire, c'est quand même, ça fait quand même, ça prend du temps quand même de travailler autant, et en plus d'avoir ton taf à côté d'Ilu, quoi. C'est comme tu dis, ça prend du temps. Et du coup, c'est vrai que c'est un sacrifice, le mot est fort, mais c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à pouvoir faire beaucoup de choses à côté. Alors, je me suis pas arrêté de vivre pour autant, mais oui, c'est sûr qu'il faut que ton entourage soit conscient que tes week-ends, tu les passes un petit peu à travailler, que tes soirées un petit peu aussi. Donc ouais, c'était du temps, hein, puisque MacGuff, effectivement, c'était travail à temps plein. C'est un petit peu ce qui m'a usé aussi, quoi, qui m'a fait arrêter peut-être prématurément. C'est parce que j'avais un petit peu de frustration de ne pas pouvoir créer. Voilà, tu vois, quand on m'a commandé je vais ressortir l'anecdote de l'époque, on m'avait commandé un jeu de cartes, et j'avais mis des mois à le faire parce que ça m'aurait pris quoi? Ça m'aurait pris 1 mois à temps plein. Mais sauf que là, avec le boulot à côté, ça m'a pris 3 mois, et pendant 3 mois, je faisais que ça. Et du coup, c'était un petit peu fatigant pour peu d'argent au final. Ouais. Donc, non pas que j'ai été sous-payé pour ce travail-là, mais vu qu'il était ajouté à déjà un temps plein, ouais, c'est fatigant, et tu vois rarement la fin arriver. Et du coup, faire une BD, c'était très démotivant aussi, parce que faire une BD, c'est hyper laborieux, et je pouvais faire que des formats courts. Donc c'est sûr que on peut pas tout faire. C'est bien dommage. J'aurais adoré un mi-temps à MacGuff.
J'ai essayé de leur... je leur ai demandé, hein, je leur ai demandé. Ouais, c'est pas le genre de la maison. Hein. Mais ils peuvent pas trop Ouais. et je les comprends. Du coup, voilà, à un moment, c'est bête, mais j'ai fait un choix. Économiquement, écoute, on verra ce que ça va donner, hein, mais là, je fais un projet BD sur lequel je fonde pas mal d'espoir parce que je vais y mettre de l'amour et que ça peut être le début d'un chouette truc. Ouais. Mais voilà, là c'est vrai que j'ai fait un petit peu mon capricieux de laisser tomber ce qui m'apportait vraiment de l'argent tous les mois et un confort de vie du coup, hein, parce que forcément, mine de rien, quand tu sais que du lundi au vendredi à horaire fixe, t'es quelque part, ça construit vachement bien ta vie. Ouais. C'est chronophage, mais en même temps, ça te permet de t'organiser. Et c'est pas désagréable. Là, c'est sûr qu'être à son compte, c'est un peu plus stressant. Tu as un petit peu plus peur de pas assez faire. Du coup, parfois tu fais un peu trop, parfois tu fais pas assez. C'est pas le même rythme. C'est pas la même vie. Ça doit être bien différent. J'ai jamais fait ça encore. Bientôt, peut-être. Je sais pas. Mais c'est sûr que si, c'est deux trains de vie qui sont complètement différents, quoi. Ouais, c'est sûr. Parce que en plus de ça, si tu veux, si tu dois, parce que le truc c'est aussi quand t'as un taf à côté de ton taf à plein temps entre guillemets, certes t'es payé, mais le truc c'est que au final c'est des heures sup que tu fais, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est pour la personne pour laquelle tu travailles, elle te paye des heures normales, mais toi t'as déjà un truc à côté, donc ce que tu rajoutes c'est des heures sup. Et donc en fait, t'as la même. Alors voilà, autour de moi, tout le monde me dit mais t'es jeune, c'est bon, tu peux le faire. Et c'est pas faux, sauf que ça fait 10 ans mine de rien que je bossais et que du coup je suis de moins en moins jeune et que du coup comme tout le monde c'est pareil, hein, j'ai envie de faire d'autres trucs parfois et que l'énergie elle est pas gratuite, quoi. Ouais, complètement. Ouais. De rien, pouvoir trouver du temps pour juste avoir des petites choses peu stressantes, ça aide aussi à se reposer et à faire du coup plus un marathon qu'un sprint. Voilà. C'est pour ça que là j'essaye d'assumer l'idée de gagner peu pendant X temps pour faire ce projet BD, parce que je veux au moins en faire un, parce que bon, j'ai 27 ans, je veux faire des BD depuis que j'ai 13 ans. Je pense que c'est un peu le moment d'en faire au moins une véritable. Si ça marche pas du tout, c'est pas grave, mais au moins j'en aurais fait une vraie, quoi. Et puis bon, le tatouage, c'est un métier aussi qui peut me rapporter, sur lequel je vais compter. Et puis si ça marche pas non plus, je veux dire, je ferai comme tout le monde, hein, je trouverai autre chose. Et puis tant pis si pendant un temps je remets de côté à nouveau mes envies d'artiste, de créateur. Après, oui, t'es jamais, enfin. T'as quand même bossé en 3D et tout. Tu veux dire, t'as quand même un panel de compétences qui est assez complet, quoi. Je veux dire, tu peux. Mais voilà, je trouve. Alors après, la prod, j'ai peu d'espoir d'y remettre les pieds parce que donc j'ai fait un voyage à vélo d'une année et du coup j'ai quitté les studios pendant un peu plus d'1 an et demi. Le temps d'organiser les trucs, etc. Bon, en revenant, je vais pas mentir, hein, reprendre Maya, donc le logiciel de 3D, reprendre la prod. C'était un peu stressant parce que mon cerveau a bien mis de côté. Alors, c'est revenu très vite. Je vais pas mentir, hein, au bout de 3 jours de stress, c'est quand même relativement revenu. Mais quand même, quoi. Je pense que là, ça fait déjà 1 année et demie, ça y est, que j'ai quitté de nouveau les studios. Voilà, si j'y retourne pas tout de suite, à un moment, je vais oublier et me remettre dedans. Enfin, je vois pas qui c'est qui va je vois pas qui m'engagerait, quoi. Mais bon, après, voilà. Oui, après, comme tout le reste, on peut toujours se remettre à niveau de son côté. Ça reste énormément de boulot, énormément d'énergie et pour un truc incertain, mais c'est toujours. Après, de toute façon, rien d'impossible, ça c'est sûr. Parce que bon, par contre, je risque pas d'oublier comment on fait un film. Enfin, je veux dire, j'ai appris des choses qui partiront jamais. Mais bon, les raccourcis clavier, les subtilités c'est ça, du logiciel, tu vas perdre l'efficacité, mais ça tu vas la retrouver. Ça se retrouve, tu vois. Non, ça se retrouve. Mais c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte à cette époque-là. Mais en fait, on pianote sur le clavier comme un piano, quoi. Et si tu les oublies, ces raccourcis clavier, t'es vachement moins performant, quoi. Oui, complètement. C'est fou, hein. Mais après, c'est Léna qui disait ça dans l'épisode 2. C'est que elle aussi, elle avait une grosse période de trou dans
dans son CV, genre d'un an ou deux, et en fait, à un entretien d'embauche, le gars s'était rendu compte qu'en fait, c'est pas qu'elle avait rien fait pendant 2 ans, c'est qu'elle avait juste pas été payée à travailler en fait, mais elle avait continué à faire de l'illustration, du graphisme, etc. Et du coup, en fait, c'était pas grave. Et du coup, c'est ça en fait, c'est que c'est pas parce que tu t'es arrêté d'avoir un travail payé que tu t'es arrêté de pratiquer, d'apprendre des choses, etc. En fait, tu t'es pas arrêté de progresser. Ouais, non, c'est sûr. Puis bon, moi, par contre, c'est pas du tout l'idée de. Enfin, j'aime assez l'idée d'être plutôt actif. Tu vois, là, je suis quand même relativement comment dire, à dessiner tous les jours, quoi. Enfin, si je dessine pas, je tatoue. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire et donc que je fais, quoi. Oui, non, mais c'est important, je pense, de pas s'arrêter complètement des fois. Et encore, parfois, ça peut arriver, mais bon, ça, c'est des cas exceptionnels de vraiment de grosses vacances. Ouais, gros burn-out, gros moment. Il y a non, vraiment ça peut arriver. Et puis ça peut aussi arriver de parfois, pas de baisser un peu les bras, mais on a envie d'avoir un niveau de dessin, on a une exigence avec nous-mêmes, on a des ambitions. Parfois, ça. Comment dire, ouais, parfois tu t'y crois un petit peu moins et t'arrives un peu. Enfin voilà, on parle. Oui, je pense que ça arrive à tout le monde. Ça, c'est de la page blanche. Ouais. Ça peut arriver, hein. Moi je sais que cette éternelle insatisfaction. Je vais y arriver, promis. Cette éternelle insatisfaction qu'on peut avoir de nous-mêmes, moi je la connais assez et c'est pas forcément évident, quoi. Mais ça, c'est tout le monde, ça, je crois. Je crois que c'est tout le monde aussi, bien sûr. C'est ce qui fait aussi qu'on a des artistes. Voilà, ça n'empêche que suivant l'humeur du jour, de l'instant, etc., ça peut être lourdingue, quoi. Puis parfois, tu as envie de te dire, bon, bah, je vais faire un boulot à la con, non pas que, sans être, sans oui, juste un boulot moins, mais un boulot qui me demande pas moins de skill. Voilà, qui me demande moins de réfléchir, et quelque part, c'est pas désagréable non plus parfois de mettre pause, quoi. Ouais. Oh, complètement. Enfin, ouais, c'est sûr. À un moment, j'avais fait là quelques boulots en truc d'intérim pendant que je voulais plus chercher dans l'illustration jeunesse, etc. Alors du coup, plus prendre des petits trucs à gauche à droite. Et du coup, effectivement, ça aide parfois à juste faire une pause et se recentrer vers les choses qu'on aime parce qu'on se dit, bah, pour manger, ça va, on n'a pas besoin de la même façon de courir, quoi. Et puis, je pense que les gens qui doivent vivre de boulot d'intérim ne sont pas super rassurés et heureux, mais par contre, c'est vrai que parfois, ça peut faire une pause dans d'autres jobs, et c'est pas mal comme option. Mais je suis d'accord. Bah, ça te fait une pause, et puis aussi, ça t'aide à te rappeler que quand même, ton métier, ça a beau t'avoir saoulé, c'est quand même ce que t'aimes, tu vois. On est très très fort pour avoir besoin de nous rappeler de temps en temps ce qu'on aime bien. Ouais, parce que... Je vois, moi, quand j'étais étudiant, je bossais beaucoup. Je veux dire, mon taf d'été où j'ai passé un mois à ratisser les feuilles au cimetière, je peux te dire que quand je suis retourné en cours, j'étais heureux, quoi. J'étais content, tu vois, enfin, vraiment, parce que là, t'as passé un mois à faire un truc vraiment ennuyeux pour le coup, tu vois, et genre... Ouais, c'est vrai que, je veux dire, quand je bossais même au studio, bon, ça pouvait m'arriver de regarder l'heure parce que parfois t'es crevé ou t'as envie de faire autre chose. Mais je veux dire, je me suis jamais lassé de modéliser, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que tu fais quand même un truc qui te plaît. Voilà, les boulots d'été, tu comptes les jours pour te dire, mais putain, la fin du mois, elle viendra donc jamais, quoi. C'est ça. Mais c'est aussi souvent, on a tendance à oublier un peu que quand même, ça a beau être chiant, c'est quand même ce qu'on aime, quoi. Tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment eu peur de quitter la boîte, hein, parce que, encore une fois, en plus, je suis parti un peu comme un conquérant, genre, salut, vous me reverrez jamais. Je parti vois. Comme un prince. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, voilà, mon superviseur, il m'a proposé de revenir. Bah, je peux même pas, par fierté, ce serait ridicule de revenir, je ne peux pas assumer. Je vois. Après, enfin, si jamais à un moment donné, c'est le moment où tu te dis
content, j'ai fait la BD, le tatouage c'est sympa, mais peut-être pas le côté freelance qui va avec, etc. Et que tu peux avoir de nouveau envie d'être dans une prod et il n'y a aucune honte à avoir Non, évolué. bien sûr, je dis ça, je rigole un petit peu, mais c'est vrai que bah, pour l'instant, forcément, j'ai pas encore réellement. Ouais, pour l'instant, tu n'es pas allé au bout de tes envies actuelles. Voilà, donc pour l'instant, je verrai ça un peu comme un échec et j'ai pas envie d'un échec pour l'instant, c'est sûr. Puis après, après, il y a aussi tout le côté, pour l'instant, tu vois, t'as pas d'enfant, t'as pas de famille à t'occuper, etc. T'as personne sous ta charge. Tu peux te permettre de dire, bon, bah, je vais gagner 600 balles ce mois-ci et tant pis, je mangerai des pâtes, quoi. Alors, je peux pas trop parce que du coup, je vis à Paris et que 600 euros, bah. Et non, mais t'as compris l'idée, c'est-à-dire que t'as pas d'enfant à qui tu vas devoir payer des études ou quoi, tu vois. Ah, mais c'est sûr que j'ai la liberté, hein, parce que voilà, je sais très bien que. Et ça, c'est un truc justement dont je pense qu'il faut qu'on profite tant qu'on le peut. Nous quatre, en tout cas, on n'a pas d'enfants, on n'a pas vraiment de. Bon, Anaïs, moi, j'ai un peu un prêt en banque et une maison, quand même. Mais... Oui, non, mais c'est ce que, c'est ça, c'est. Enfin, je veux dire, on est quand même assez libre, mine de rien, quoi. C'est-à-dire que. Je suis très, très. C'est-à-dire qu'on peut encore se permettre de se dire, bon, bah, si je gagne un peu moins ce mois-ci, c'est pas trop grave. Et du coup, je pense que c'est vraiment le moment où c'est sûr, ça fait peur, mais il faut, je pense, se jeter à l'eau et dire, bon, allez, tant pis, j'y vais, je me casse, j'arrête un peu. C'est connu que les artistes, ils ont souvent des longues périodes de risque et de crainte avant de faire des choses. Donc bon, j'ai envie de dire que pour l'instant, je respecte un petit peu la tradition, quoi. C'est ça. Et puis voilà, j'ai pas l'impression d'y risquer ma vie non plus, tu vois. Non, bah non. On n'est pas dans un pays en guerre, on n'est pas en train de. Enfin, j'ai pas de. Tout va bien, quoi. Oui, pour l'instant, c'est sûr que je fais pas d'économie particulièrement. C'est pas la grande vie sur ma consommation, etc. Mais c'est pas très grave. Et voilà, comme tu dis, étant donné que j'ai pas d'enfants à assumer, etc. Voilà, pour l'instant. Oui. Ouais. Mais pour l'instant, le jeu en vaut la chandelle. Faire la BD, ça compte pour moi. J'ai très envie de faire ce projet. Et encore une fois, attention, hein, je le fais. Je tomberai pas de ma chaise si ça me rapporte pas économiquement. En revanche, je fais la chose quand même au mieux pour que ça me rapporte. Après, encore une fois, ça marche pas, c'est pas grave. Mais je veux dire, je le fais pas en me disant je toucherai rien du tout. Je le fais comme un travail, comme n'importe quel travail qui est fait avec amour en plus. Donc je veux dire, oui, c'est ton projet. Évidemment que pour l'instant j'y crois. Tu vois, c'est un projet que je veux porter, quoi. Non, mais c'est clair. Mais du coup, oui, c'est ça pour dire, c'était que t'as pas une honte du tout, entre guillemets, de revenir plus tard, te caler dans un endroit où t'as dit que tant pis, je me casse, je vais faire ça, et tu te barres, comme tu dis, comme un prince et tout, mais un jour, peut-être que t'auras justement des enfants, une famille, une maison, etc. Plein de choses à assumer, dont tu devras assumer la responsabilité. Et là, au contraire, c'est bien de revenir et de savoir dire, là, j'ai besoin de stabilité, je sais me poser. Non, évidemment. Voilà. Bon, après, j'ai pas l'envie de vivre à Paris et du coup, ça me paraît un petit peu impossible de continuer ce travail au sein de studios. C'est vrai que là, voilà, moi je fantasme ma vie sur la campagne, sur des arbres, des chèvres, un potager, dans mon tout jardin, et un potager exactement. Et du coup, ça me paraît, j'ai pas envie d'être le genre de personne qui parcourt 200 km tous les jours pour aller au travail. Je me vois une vie agréable et du coup, forcément, ça va un petit peu à l'encontre de ça. Mais en tout cas, voilà, ça n'empêche que j'ai été très heureux de le faire quelque temps. J'ai adoré. Oui, non, j'ai adoré faire ce boulot, quoi. Et puis il y a plein de, tu peux complètement aussi continuer de vivre de ton art et d'être bien payé tout en habitant à la campagne sans avoir la grosse ville à côté, etc. Mais voilà, puis encore une fois, c'est marrant. Il y en a quand même qui arrivent à faire de leur vie une vie BD. Le gros avantage aussi, c'est que BD ou tatouage, je peux faire ça d'où je veux. Ouais. C'est clair. Donc toutes les raisons de... Enfin, même si le tatouage, il n'y a pas aussi quand même un côté parfois plus
Ou alors ça dépend de si tu bouges beaucoup sur des tatouage en télétravail, c'est compliqué. Hein. En télétravail. En télétravail, oui. En télétravail, c'est un petit peu chaud. Ouais. Mais non, il y a des tatoueurs partout. Alors, évidemment, c'est rare que dans les petites campagnes, il y ait un tueur, quoi. Ouais. Généralement, tu vas faire des loups et des indiens sur des épaules. Voilà. C'est souvent pas le même public. Ouais. Après, c'est pas le même public parce que pour l'instant, peut-être qu'il n'y a pas de très bons tatoueurs partout, mais du coup, il y a que. Je m'exprime pas très bien là. Je pense pas que ce soit oui, tu veux dire, imaginable d'avoir un tatoueur de qualité à péta au schnock. Non, pas du tout. Après, le truc, c'est aussi qu'il y a pas mal de tatoueurs qui sont considérés comme étant bons, non seulement parce que leur travail est de qualité dans le sens où l'hygiène est respectée, le trait est propre, etc., mais aussi parce qu'ils ont leur univers, ils ont leurs pattes, etc. Enfin, j'ai pas mal de potes qui se font tatouer, et à chaque fois, en fait, ils vont pas chercher le premier salon de tatouage qui passe, ils vont chercher cet artiste sur Instagram parce qu'ils aiment bien ce que lui il fait, etc. Et puis ils vont se faire un week-end à je sais pas où pour aller chercher le gars qu'il leur faut, tu vois. C'est ce que je disais au tout début de cette interview. Il y a comment dire le tatouage, le milieu, il change un petit peu. Et c'est de plus en plus commun que de traverser la moitié de ton pays, voire plus, pour te faire un tatouage d'un artiste qui te séduit, quoi. C'est un petit peu les forces que nous offrent les réseaux sociaux type Instagram et compagnie, quoi. C'est que aujourd'hui, on a quand même une visibilité sur tout un panel d'artistes qui sont proches ou loin. On n'a pas besoin de se contenter de la boulangerie d'à côté, tu vois, ou du commerce juste à côté de chez nous, parce que on peut se rendre compte qu'il y a peut-être vachement mieux, pas beaucoup plus loin, ou etc. Ouais. Et ça vaut pour les tatoueurs aussi, quoi. Le truc, c'est aussi ça, c'est que les gens maintenant, en fait, les tatouages, c'est vraiment ça. Les gens, ils investissent là-dedans, tu vois. C'est vraiment, c'est plus juste quelque chose qui dit. Comme on disait au début, en fait, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est tatoué, donc en fait le simple fait d'avoir un tatouage, c'est plus assez pour te démarquer, c'est que maintenant il faut avoir le tatouage qui te correspond. Tu vois, avant t'avais t'avais un espèce de vachement le côté t'as pas envie t'as pas envie que ce soit moche sur toi, quoi. Du coup, non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore quelques années, le mec qui avait un tatouage de Maori sur l'épaule, ou un Indien, ou un Johnny dans le dos, ils étaient rangés dans la même case, tu vois. C'était genre, c'est des tatoués, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, t'as le mec qui a des fleurs, le mec qui a des têtes de mort, t'as le gars qui va avoir des motifs japonais, etc. Tu vois, c'est que du coup, les gens, comme je disais, ils recherchent plus un univers, et du coup, c'est vraiment le fait d'investir aussi dans la recherche de l'artiste qui leur correspond, tu vois. C'est sûr. Ouais, après, de toute façon, c'est toujours aussi question d'où tu te places et tout. Je pense que t'avais toujours eu des gens pour qui c'était très différent, tel ou tel truc. De nos jours maintenant, t'as toujours des gens qui aiment bien les tatouages style Maori, même si c'est pas forcément leur culture, mais qui vont chercher... j'avais rencontré quelqu'un qui avait été allé chercher toutes les significations et tout pour ce genre de truc. Mais ouais, c'est vrai que maintenant, c'est juste peut-être aussi que notre propre point de vue, nous-mêmes, là, maintenant, tout de suite, en même temps, a aussi évolué, parce qu'avant, on était enfant et on n'avait pas forcément la même profondeur de perception de toute façon, de ce qu'on a maintenant, quoi. Non, puis ça reste quelque chose d'extrêmement subjectif, parce que il y a entre les tatouages bien faits, mais de mauvais goût, bien faits de bon goût, mal fait mais de bon goût, mal fait et de mauvais goût, enfin tu vois, il y a tout un tas de trucs qui fait que on peut dire ça j'adore, alors que le mec à côté il a ouais non c'est hyper moche, enfin voilà, c'est faut voir ça comme un vêtement, un look, un machin, un bidule, on sera jamais tous d'accord, mais en même temps c'est ça qui fait l'intérêt, quoi. C'est que si on se trouvait tous beaux de la même façon, il y aurait plus de sens à être beau. Ouais,
c'est ça. Ou alors on serait Exactement. tous super peaceful. Mais ça, Ouais. Ouais, c'est pas le cas. ou alors, peut-être qu'on a tort de croire que c'est pas possible, mais bon, en tout cas, a priori, pour l'instant, je pense que ça ne l'est pas. Ouais, ça ressemble... En tout cas, ça y est pas, ça c'est sûr. Bon, que Voilà. c'est possible ou pas, de toute façon, c'est pas le cas comme ça. Mais il y a aussi des tatoueurs qui bougent des fois pour des salons ou des trucs comme ça. Je sais que Ouais, j'avais des guests, ouais. une amie qui est allée chercher un tatoueur justement parce que à ce moment-là, il passait pas trop loin de chez elle et tout. Je sais pas si ça, c'est des choses qui t'intéressent aussi. Si, c'est ce que je fais là au mois d'août. Au mois d'août, je fais donc un guest, donc c'est à Paris. D'accord. Les Lèvres Rouges, c'est une nana sur Insta qui est un petit peu qui fait parler d'elle, qui est très sympathique. Et je tatoue dans son salon. Et une dizaine de D'accord. jours, du 10 au 17 pour commencer, et puis après on verra. Et donc là, c'est de ma ville dans ma ville, mais de temps en temps, effectivement, tu as des tatoueurs qui font un tour de France ou qui sont invités dans un autre pays ou dans une convention ailleurs. Ça peut bouger, quoi. Ouais. Mm. C'est cool, ça aussi. Ça doit te faire un. Ça, je trouve ça très très cool. Ouais. Et pour te dire, je passe même en partie le permis moto parce que je m'imagine pas mal Ouais. faire ça. D'accord. Ouais, parce que ouais, tu peux faire ça aussi, genre tu prépares une dizaine de petits dessins et puis tu bouges et tu vas dans des salons, tu fais des flashs sur une journée et puis C'est ça. puis tu décales quoi. J'avais vu ça aussi sur Facebook, un gars qui faisait ça, il mettait une annonce, il disait bah tel jour je serai dans tel salon, j'aurai ces 25 dessins là, celui-là c'est temps, celui-là c'est temps, celui-là c'est temps. Réservé, il y en aura pour tout le monde et puis voilà quoi, le gars il arrive, il se fait sa journée, et, il repart et la semaine d'après il est dans un autre salon quoi. Ouais. Et voilà, ça c'est une liberté. Enfin, je veux dire, le jour où tu vis assez bien de ça, c'est assez le pied quoi, parce que tu fais ta vie d'artiste, hein, tu bouges, ça t'aère l'esprit, tu rencontres plein de gens, c'est ça. Mais c'est aussi je sais pas si on pourrait faire ça aussi pour de l'illustration, tu sais, je sais pas si ça marcherait aussi de dire bah voilà, je suis tel illustrateur, je serai mardi prochain à telle bibliothèque et je vendrai des dessins que je fais sur place. Dire, genre, des dédicaces. Ouais, c'est ça, tu vois, mais sans, ouais, si un peu, tu vois, mais vraiment genre. Les gens ils viennent, ils t'achètent ils t'achètent des dessins, tu vois. Pas d'album à dédicacer. Exactement, voilà. Ça se trouve on connaîtra des mouvements dessinateurs qui iront dans ce sens, hein. Pourquoi pas. Après tu sais pas. Parce que moi je sais que, enfin c'est vrai que c'est le côté genre, j'en ai fait plein des salons où t'es là et puis du coup tu dédicaces le truc et je faisais à chaque fois des illustrations dans le livre quoi. Et c'est cool. Mais disons que là t'achètes l'objet et tu le payes pas très cher. C'est vrai qu'une illustration vraiment genre, enfin je sais pas, quoi que si en fait, attends, je suis en train de dire des conneries et ça existe déjà genre sur genre la Japan Expo et tout, t'as plein de gens qui vendent dans les conventions, tu vois, des portraits, des trucs comme ça. Ouais, mais ça reste, tu vois, ça reste des événements qui sont quand même assez. Ouais, et puis tu vois, c'est dans un endroit où les gens sont quand même avertis. C'est un public qui est averti, parce que bon, je pense que vous êtes pas, vous ignorez pas à quel point parfois les gens sont hallucinés de devoir payer un dessin, quoi. Ouais, si, bah. Certes. Ça, c'est. Tiens, je te commande ça, et puis je t'offre une bière. Bah non, tu me donnes de l'argent et l'argent que je te demande de me donner, quoi. C'est ça. Non, mais je voyais pas ça pour de l'argent. Je me disais que bah oui. Ouais, mais dans quelle mesure c'est de la mauvaise foi, ça, franchement? Je pense que c'est plus triste que la mauvaise foi. Je pense que c'est de la bêtise. C'est un peu plus embêtant. Parce que c'est vrai que genre si c'est des gens qui traînent un tout petit peu sur internet, quand même, on le sait quoi que le travail. Le truc c'est de plus en plus les gens, un humain sur Terre, tu le sais très bien qu'un travail c'est de l'argent. Enfin c'est. Ouais, mais le truc c'est qu'en fait, règle pour tout le monde. Le truc c'est qu'en fait les gens sont pas encore assez éduqués au fait que le dessin et tout ça, ce soit un vrai métier en fait qui requiert des compétences en fait, parce que ils partent du principe que en fait tout le monde a déjà dessiné, tout le monde a déjà fait un dessin, tu vois. Même les gens qui dessinent pas, ils ont déjà pris une feuille pour un crayon pour essayer de dessiner un truc. Et le fait qu'ils aient déjà essayé de faire ça et qu'ils aient plus ou moins réussi, hein, et je suis assez d'accord avec cette réflexion, à la différence que
tout le monde a déjà fait à manger. Et pourtant, t'es pas halluciné de payer quand tu vas au resto. Oui, mais... Tout le monde a déjà joué avec des Lego ou des mécanos, et pour autant, je pense que personne viendra me demander de faire une maison. Mais effectivement, je te l'accorde, c'est assez rigolo qu'il y a une espèce de consensus où, je sais pas pourquoi, un certain pourcentage de gens se mettent d'accord pour dire que quand c'est de l'art, donc du dessin, on paye pas, c'est cool. Mais c'est que, en fait, t'as cette dimension de moi je peux le faire, mais t'as aussi cette dimension de c'est aussi ta passion, tu vois. C'est non mais de toute façon, si je te paye pas, tu vas quand même. C'est ça. Si je te paye pas pour faire un dessin, tu vas dessiner quand même. Donc donne-moi un dessin, tu vois. Et ça, c'est un petit peu, je pense, alors, encore une fois, là, c'est de la théorie, mais c'est un peu les vestiges d'une époque où on faisait un boulot par obligation. C'est-à-dire qu'on fait tous des boulots par obligation, mais je veux dire, je pense qu'on est à une génération de personnes qui ont fait des boulots qu'ils n'ont pas vraiment choisis, qui ont été lancés dans des études. Voilà, je fais un peu le parallèle avec ma mère, son frère, tout ça. C'est vraiment, ok, t'as le choix entre ça et ça, tu choisis quoi? Choisis ça, et puis tu fais toute ta vie dans la même boîte. Nous, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un autre modèle où on peut un peu plus s'autoriser le fait de changer de boulot, avec un président qui nous invite à traverser la rue pour avoir un boulot. Plus de rien, il y a un petit côté peut-être un peu plus d'actualité que de pouvoir... Franchement, je suis pas convaincu que ce soit tant une question de génération qu'une question de... Et là, je vais dire un gros mot, de privilège. Moi, je connais des gens, que ce soit parce que je bossais avec eux ou parce que c'est des amis ou quoi, qui n'ont pas du tout ces opportunités de pouvoir bouger, changer de boulot et tout, qui ont eu le choix entre deux types d'études et qui étaient là genre, le deuxième a l'air plus bouché, je vais prendre le premier, mais vraiment genre sans jamais se poser la question, est-ce que j'aimerais bien, est-ce que quoi que ce soit, parce qu'on leur a toujours dit, genre, de toute façon, tu feras pas plus, et puis voilà. Parce que alors que c'était pas vrai, tu vois, genre des gens... qu'on a pu limiter dans leurs études en leur disant que de toute façon c'était pas très bon en cours, donc c'était pas très intelligent, alors que des gens que je connais en l'occurrence sont des gens très intelligents, mais parce que leurs circonstances familiales faisaient que au moment d'être à l'école, c'était pas possible, genre la partie adolescence était vraiment pas possible d'avoir une attention correcte et continue, et tout ça parce que les situations familiales étaient vraiment compliquées. Mais parce que, et pour le côté changement de boulot aussi, des gens plus âgés que je connais, c'est aussi le côté juste, ils ont des enfants, et c'est ce que tu disais, Mandrin, tout à l'heure, t'as des enfants, t'as des trucs à payer, et du coup, t'as des gens, ils sont contents quand ils ont de l'intérim qui se repasse de semaine en semaine à 40 heures par semaine et sans vacances, quoi. Enfin, sans congé payé, parce que tu n'as pas de congé payé quand tu es en intérim, et genre, ils sont payés en rab, quoi. Et ouais, du coup, je pense vraiment qu'il y a toujours des gens qui sont vraiment coincés dans certaines... Non, bien sûr. J'ai pas voulu dire... Ouais, mais du coup, c'est... Dire que ça n'était plus d'actualité du tout. Mais parce que oui, ça, bien sûr, c'est une réalité pour énormément de personnes en France et puis ailleurs. Mais voilà, forcément, l'expérience que je connais le mieux, c'est la mienne. Et j'ai 27 ans et j'ai déjà changé de métier, tu vois. Et ça, je pense que c'était peut-être moins. Alors, je suis pas allé d'un bout à l'autre. Je suis passé de graphiste à dessinateur à tatoueur. Bon, je suis quand même dans le même bassin. Mais c'est pas le même métier quand même. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui s'autorisent de changer de métier. Je parle pas de changer forcément de boulot. Radicalement. T'es comptable et tu quittes une boîte de comptabilité pour aller dans une autre boîte de comptabilité. Et là, je change de métier et je pense que il y en a pas mal qui, comme moi, se laissent un peu porter par leurs envies. Peut-être un peu plus qu'avant, mais peut-être pas. Je pense que ça, c'est vrai que ça, c'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque de nos parents, nos grands-parents. Je trouve une boîte et j'y reste et je vais faire carrière vraiment, tu vois. Et c'est un truc, je pense qu'aujourd'hui en fait on l'a de moins en moins parce qu'en fait on bouge de plus en plus. Aujourd'hui c'est trop facile de bouger où tu veux en fait. Enfin, moi je vois il y a quoi, l'année dernière j'ai voulu partir à Londres, j'ai pris mon billet, le lendemain j'y étais, quoi. Tu vois, il y a 40 ans, c'était pas comme ça, quoi. Donc aujourd'hui, déjà t'as ça. En plus de ça, tu peux très très facilement nouer contact avec des gens sur Internet.
Ouais, c'est sûr que ça a changé énormément. Moi, j'ai des potes au Danemark, j'ai des potes aux États-Unis, j'ai des potes en Angleterre, j'ai des potes en Italie, j'en ai partout, tu vois. Ouais. Et c'est des gens, je les connais, et je sais que si jamais je dois aller aux États-Unis ou quoi, bah, je passerai leur dire bonjour. Et aujourd'hui, non seulement c'est plus facile de bouger, mais c'est plus facile de nouer contact avec des gens. Aujourd'hui, énormément de gens parlent anglais. À l'époque, c'était pas le cas. Tu vois, à l'époque, tu naissais dans ton village, tu vivais avec ta grand-mère, tes grands-parents dans la même maison. Voilà, éventuellement, tu déménageais à 20 km de la petite ville d'à côté. Tu restais toujours dans la même zone, en fait. Et je pense que ça joue aussi. Encore, c'est pareil, ça dépend aussi quand même des familles, etc. Oui, évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus courant aujourd'hui. Ouais, ça reste beaucoup plus simple, c'est sûr, de pouvoir, comme tu disais, juste déjà changer de ville, du coup, pour pouvoir aller voir un autre job ou un truc comme ça, bon, bah, tu le fais quand même. Oui, complètement. Enfin, moi, je vois déjà entre le moment où l'endroit où j'ai fait ma scolarité, donc collège, lycée, mes études et là où je bosse, juste là, j'ai fait 3 villes qui sont quand même à plus de 300 km les unes des autres. C'est un truc, il y a 50 ans, ça se faisait pas trop, ça, tu vois. Ouais. Et je pense que ça joue énormément aussi sur le fait que bah, je peux facilement bouger, et là où j'arrive, bah, je peux reprendre une nouvelle vie, et le fait de pouvoir se former aussi facilement. Enfin, tu vois, ça c'est clair. L'accès du coup à des choses genre Wikipédia et tout, rien que ça, juste pour commencer à chercher vers où tu veux aller. Non, mais et ensuite tu peux très facilement te former. Enfin, moi j'ai fait des études de 3D, je suis modeleur, mais là pendant le confinement, je me suis formé au surfacing, au look dev, au grooming. Aujourd'hui, je sais faire des poils, des textures, etc. Lucas, bah toi tu t'es formé au tatouage quasiment en autodidacte. Enfin, c'est toi-même qui l'as dit. Tu veux dire, aujourd'hui, c'est facile. C'est facile. C'est beaucoup plus facile de changer, d'apprendre un nouveau métier en fait, et de pouvoir d'atteindre un niveau qui est acceptable professionnellement. Après, tu vois aussi l'âge qu'on a. On n'a toujours pas de femme, de mari, voilà, d'enfant, il y a ça aussi, c'est que voilà, avant, à mon avis, à l'époque, à 20 ans, t'étais daron, quoi. Voilà. Et du coup, c'est sûr que ça change. Ça dépend encore, ça dépend. Aujourd'hui, là, c'est vrai qu'on est à Paris. Mes copains qui sont restés, sans que ce soit péjoratif du tout, qui sont restés à l'endroit où je suis né, c'est-à-dire en Seine-et-Marne, un peu plus dans les campagnes, etc., ils sont parents. Aucun de mes amis parisiens n'est parent. C'est assez rigolo, ça fait vraiment... Mais après, moi, je pensais aussi le côté inverse. J'ai un grand-parent qui a vraiment beaucoup bougé, qui a vécu différentes vies, de toute façon, là, qui a attendu très tard pour avoir des gosses. On théorise des clichés, parce que bien sûr que il n'y a pas de règles, quelle que soit l'époque. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que je trouve ça super de voir à quel point, d'une époque à l'autre, tu retrouveras des mêmes états d'esprit. Genre, on est toujours les mêmes humains et tout. Bien sûr, bien sûr. Mais et puis de toute façon, je suis assez hermétique, pas hermétique, mais les discours qui t'entravent, quoi, qui vraiment te disent tu peux pas faire ça, j'y crois pas. Tu sais, donc j'en ai pas un tout petit peu parlé tout à l'heure. J'ai fait un voyage à vélo d'une année à peu près. Le nombre de personnes qui te disent c'est pas possible, ou alors faut faire ça maintenant, tant que t'as pas d'enfant, après c'est plus possible, etc. En fait, c'est bidon, quoi. Je veux dire, sur la route, on a croisé plein de parents qui faisaient ça, des vieux, enfin des gens à la retraite qui faisaient ça. Je veux dire, il y a une règle, c'est si tu veux, tu fais, ou t'essayes de faire, mais il y a pas de, il y a quasiment rien. Enfin, je veux dire, à moins que la physique t'en empêche. Ouais. C'est ça. Non, mais je veux dire, c'est con, il y a rien le seul qui peut t'en empêcher, c'est toi, en fait. C'est très très vrai. Et bien sûr qu'avoir des enfants, avoir des obligations, ça rend le truc peut-être plus difficile, mais ça veut rien dire en fait. C'est pas parce qu'il y a des frustrés qui le pensent que du coup ça doit mettre des barrières à ceux qui se sentent capables de le faire, quoi. Ouais, complètement. Parce que physiquement, il n'y a rien qui n'empêche de le faire. Et donc à partir de là, en fait, c'est qu'un choix. Et oui, le choix est peut-être plus difficile à prendre à un moment de la vie qu'à un autre, mais nous, le choix qu'on a fait, on avait beau avoir 25 ans, c'était quand même un choix qui n'était pas facile. Je veux dire, même à 25 ans, je veux dire, ta vie vaut pas moins sous prétexte que t'as pas encore 40, quoi. Et du coup, nous aussi, on avait des sacrifices à faire, nous aussi, on a laissé tomber des trucs, mis de côté des machins. C'est un choix, et voilà. Et c'est sûr que si on veut faire des trucs,
Non, mais Si c'est on a ça. pas le Enfin, pouvoir, on le fait, quoi. y a pas de, tu peux pas le faire en fait. Tu peux, faut juste que tu le fasses. Ouais, Ça, et, ce tu choix, vois, est-ce que tu le effectivement, veux parfois. assez ou est-ce que C'est c'est pas ça, ce que tu veux le plus, quoi. Voilà. Ah, non, mais je suis Après, il y a d'accord. aussi, Ouais, exactement. est-ce que t'es prêt à faire ce qu'il faut pour que ça marche aussi? Parce Mais ça, que c'est assumer un choix. Du coup, c'est c'est un ça. petit peu C'est c'est la continuité du truc, quoi. parce Mais qu'on après, on dit depuis tout à l'heure, on dit oui, tu peux changer de métier, machin, tu peux, mais je connais il faut la plein de volonté gens, derrière et il faut c'est ça, l'investissement. Ouais. On y va. qui- C'est sûr que, tu vois, tu disais tout à l'heure, si je reprends la prod, du coup, il faudrait me remettre un petit peu à jour dans la 3D. Voilà. Mais tu l'as dit toi-même, ce sera de l'investissement si ce jour arrive. Parce qu'il faudra se remettre dedans, réapprendre, etc. Et je pense que parfois, c'est juste que la personne, elle a pas l'envie, Ouais, non, quoi. mais c'est ça. Sans envie, oui, effectivement, c'est grosse difficile de se fatigue, remettre un coup de. Moi, Hop. j'en ai des Voire des potes fois, qui c'est vrai que ont. tu as des problèmes en plus de, comme on disait, on est jeune, machin, c'est vrai que plus tu vis, plus tu peux avoir des problèmes de santé et tout, qui font juste que tu es plus fatigué, tu as plus mal tout le temps, bon, bah, ça donne moins envie de se lancer dans des gros trucs. Après, parfois, ça motive des gens de ouf à l'inverse, hein, Ouais, ouais. évidemment, on est tous C'est ça. différents et chacun sa façon d'être. Ouais, je sais pas, moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que quand on me dessine une limite sous le nez, j'ai qu'une envie, c'est juste passer par-dessus, tu vois, genre, non, tu peux pas faire ça. Ah ouais? Ah ouais? Ah On ouais, parie? ben, je vais me casser le genou et tu vas bien voir si je Bah, pouvais pas. je vais le faire et puis je vais faire exprès, tu vois. Bon, voilà. Alors, et moi, je suis bien d'accord avec toi, mais ça, peut-être que pour le coup, c'est cette jeunesse dont il parle qui te rend plus capable de faire ça. Mais Peut-être que ça c'est un se- état que cette d'esprit petite que voix- moi j'ai et Je- que tout le monde ne partage pas. Hein. Voilà. Et, Mais je pense que c'est voilà, clair. je pense qu'il y a quand même comment dire, une partie effectivement état d'esprit, mais je pense qu'il y a aussi une certaine voix qui se taise plus le temps passe. Ouais. Manifestement, tu sais, parce que voilà, c'est-à-dire combien de personnes super blasées existent de 50 piges, c'est rare d'être blasé à 20 piges, quoi. Ouais. Mais Donc forcément mais- que ça va peut-être s'atténuer. En revanche, oui, je veux bien croire aussi qu'il y a des états d'esprit qui flanchent moins et qui C'est du ça. coup, une fois que tu adoptes aussi un petit peu cette énergie, tu peux peut-être l'exploiter plus longtemps. Ouais. Complètement. Mais c'est après il y a plein de gens aussi qui sont juste bien avec ce qu'ils ont et qui veulent pas plus et qui sont pas prêts à abandonner ce qu'ils ont pour peut-être mieux en fait. C'est qu'ils veulent juste garder Mais ce du coup, qu'ils ça, ont. c'est un autre état d'esprit. Ouais, Et, ouais, qui est complètement. aussi bien, Qui est pas moins valable, hein, absolument pas. Attention, qui fait faire de sublimes choses pour certains. Ouais, voilà. Il faut Mais tout voilà. pour faire un monde et ça Faut être en ça paix avec l'exprime bien, ça. Faut être tant que t'es bien avec ces choix que tu fais, tout va bien. Ouais, je suis assez d'accord. On est à combien de temps de record On est à du coup, je suis 1h07. arrivée en retard. Waouh, ça va. 1h, bientôt 1h10. Nous n'avons pas éclaté des scores. Non, on n'a pas éclaté de score. C'est quoi Voilà. le plus grand record alors 3h15, je crois. Ouais, je crois que c'est 3h15. Ouais, on va essayer de plus faire de. Non. On va essayer de s'en tenir à une heure. J'aime bien battre les records, mais là, effectivement, Non. pourquoi pas. Après 3h15, ils étaient deux quand même. Hein. Ils étaient deux. Ouais, voilà. Donc voilà, je peux pas. Voilà, ils étaient deux et puis Jérémy il a quand même monologué pendant plus d'une heure donc. Alors moi, Moi, j'ai envie de continuer de discuter. On a discuté encore plus tard après. C'est ça, c'est juste tous les deux que le soir. l'enregistrement a duré 3 heures, mais le total, ça en a duré 4 ou 5, je pense. Ouais, c'est tranquille. Enfin, moi, il y a des fois, c'est cool de discuter, genre à chaque fois en fait. Mais malheureusement, le temps, il. j'essaie de pas trop monopoliser parce que soi-disant, je peux parler beaucoup. Oh, ça va encore, je trouve que Certaines t'es. personnes mal Ouais, intentionnées en fait, disent ça de ça, moi. D'accord, ouais, parce que ça s'est pas ressenti. Hein. Tu pourras Non, leur non, dire, c'est ça la va. mauvaise Mais moi, foi c'est de ce que leur je leur part. dis. Je leur dis, ouais, faire confiance, il faut pas confiance. C'est ça. Ah là là. Ouais. Du coup, est-ce qu'on passe maintenant aux artistes à présenter ou vous voulez parler encore un petit peu? Ça, c'est à vous de me dire. Peu importe. Moi, je tiens juste à mettre le point sur comment on a dérivé au final. Dire qu'il faut tout pour faire un monde, et à la base, on disait juste que les gens, ils gueulaient pour payer un dessin, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ceux-là, au pire, on s'en passe. Hein. Je corrige juste cette phrase. Il faut tout pour faire un monde. Mais S'il ceux-là, pourrait y on s'en avoir un passe. peu moins de cons, ce serait cool. C'est ça. Un peu moins de gros cons, s'il vous plaît. Voilà.
Yes. Ouais. On est tous le compte quelqu'un d'autre. Oui, c'est oui, ça. mais Voilà. alors, Comme on bien dit, sûr, bien s'il sûr, est bien con sûr. volait, il ferait nuit. voilà, c'est ça. C'est ça. Bien sûr, bien J'adore sûr. cette phrase. Mais oui, oui. Non, mais c'est sûr. On se passerait de gens très irrespectueux et qui ont l'air de mettre beaucoup de mauvaise volonté dans le fait de comprendre Ouais, un hein, point de c'est vue ça. c'est quand même différent. hallucinant. C'est clair. Mais enfin, après j'ai l'impression que de plus en plus, les gens comme ça se font rappeler à l'ordre, même par des gens qui sont pas dans le mais de milieu plus et en tout. plus, mais ça parle de tellement de, ça parle, enfin, je sais pas, sur tous les sujets, quoi. Le nombre de personnes qui jettent encore leurs cigarettes partout. Ouais. Et ça, c'est c'est pas clair. prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter. Non. Et pourtant, tout le monde le sait. Il n'y a pas besoin de mettre le doigt dessus. On le sait que ça fait chier, que c'est pas Ouais. cool, que tu ferais pas ça avec ton chewing-gum, ta canette, quoique. Hein. Ouais. Oui, il y a des gens qui le font aussi. Bien sûr. Mais du coup, il y a encore des trucs qui, moi, voilà, je reste stupéfait. Ouais. Non, c'est clair que il y a des cons partout. C'est ça. Et au-delà Mais des mégots de cigarettes et tout, juste pour faire écho à la situation en ce moment, c'est les masques que les gens balancent partout. Ah ouais, ça enfin, c'est nul ça. Autant une clope, Ouais. tu vois, le mégot, c'est pas instinctif, mais presque, tu vois, les gens ils balancent comme ça. Mais un masque, c'est ça le problème aussi, c'est que c'est devenu instinctif parce que il y a rien dans l'évolution de l'homme qui expliquerait que c'est instinctif. C'est que c'est devenu une habitude et que cette habitude maintenant elle est étrangement tolérée. Mais du coup les masques c'est pareil. Parce que bon, les masques c'est très récent, mais ça se trouve tu fais 200 ans de masques, bah boum un jour, ça pourrait devenir la même habitude, genre ouais mais c'est le masque, hop. Ouais, enfin, c'est vrai qu'en Asie, ils ont déjà pas loin de 200 ans de masque, bon, peut-être plus 100, mais genre, bon, bah, c'est pas les mêmes. Mais c'est pas les voilà, mêmes mais en habitudes. Asie, bon, alors après Corée du Sud, j'en sais rien, mais Japon, il n'y a pas un mégot sur le sol. non. Ouais, mais bon. Par contre, ils ont tout le temps des masques. Il Ouais. n'y a pas de masque sur le sol non plus. Comme quoi, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien qui nous oblige à balancer ça. Hein. Les Ah, cendriers, oui, on truc, l'a c'est inventé qu'ils depuis longtemps, les poubelles aussi. Ils ont pas Et le du coup, ouais, même les- rapport à l'inculcation du respect aussi là-bas. Mais ouais, parce que eux, c'est la honte et pas la honte. Et du coup, C'est nous, ça. c'est pas ça. Nous, c'est bad boy et gentil, ennuyeux. C'est Ouais, ça. puis j'avais aussi eu pas mal de gens qui disaient qu'ils avaient, en tant que casette, ils avaient la sensation que les côtés Occident, il y avait beaucoup plus un côté nombriliste, individualiste, pas nombriliste, mais individualiste, et beaucoup plus un côté aussi penser aux autres dès le départ, quoi, inculquer. Bon, après, bien sûr, je connais beaucoup de gens qui sont très très altruistes en Occident, hein, donc et je Mais suis bien sûr, il y a sûr, des bien gens sûr. très le truc c'est que individualistes. t'as aussi dans la vie, plein de le gens truc c'est que super, là-bas là, en Asie là, le donner et offrir c'est la culture aussi, c'est-à-dire que t'as, je sais plus dans quel pays c'est, je crois que c'est en Thaïlande, t'as les bonzes, c'est-à-dire que t'as tous les jeunes hommes qui partent au lieu de faire leur service militaire, ils partent 1 an ou 2, je sais pas, se retirer. Et en fait, ils vivent du don des autres, en fait. Ils vivent. C'est tous les mois en Thaïlande et au Laos, effectivement. Voilà. Ils sont en fait tous les gens, surtout les femmes, le matin, apportent à manger. C'est ça. Et en fait, ces gens-là, ils vivent pendant quelques temps, ils vivent de ce que les autres leur donnent. Donc eux, ils apprennent que, quand t'as besoin qu'on te donne, c'est bien quand même qu'on te donne. Donc ça force à donner. Et du coup, bah, quand tu es quelqu'un, quand tu n'es pas dans ce cas-là, bah, tu apprends que bah, voilà, j'ai mon pote qui est là-bas, j'aimerais bien que les gens lui donnent à manger, donc je vais moi-même aller offrir quelque chose à ces gens, parce que je sais que si moi j'étais dans cette situation, ça me ferait chier et que j'aurais besoin qu'on m'aide, etc. Alors, et ça, c'est un truc. Après, on a la Sécu d'ailleurs, hein, qui Oui. représente un peu cet état d'esprit qui est très cool. Ah, mais on n'est pas à plaindre là, au niveau des aides en France, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, mais le truc c'est que incroyable. C'est cool d'avoir cet état d'esprit altruiste, quoi. Ouais. Et de l'entretenir. Mais le truc c'est qu'en France, tu vois, tout ce qui est les aides, etc., c'est un truc, c'est une affaire d'État. Du coup, on se dit c'est la France qui nous le donne. C'est du coup on considère pas ça comme c'est pas un acte que les gens font. Ils considèrent ça comme un droit, en fait, c'est-à-dire que bah non, c'est l'État nous doit de l'argent parce que on en a besoin, ils nous le doivent, et en fait on prend ça comme un dû et pas comme un échange, en fait. C'est pas ils vont pas. Alors qu'au final c'en est un, puisque bon. Oui, il y a les impôts, mais t'as pas cet acte de donner à quelqu'un, en fait. Ouais.
qui il existe aussi bien sûr avec les ONG, etc. Il mais existe oui, aussi, mais c'est pas inculqué de la même manière. C'est-à-dire que voilà. Ouais, voilà, mais et les ONG, c'est au top, hein, c'est vraiment super. Mais c'est vrai qu'on inculque rarement le fait de voir, enfin, de pouvoir peut-être imaginer que le premier réflexe qu'on a face à quelqu'un, c'est de l'aider plutôt que de s'en méfier. Ouais. Et c'est vrai que tu peux faire les deux après. Hein. On peut faire les deux. On peut faire les deux, ouais. Comme ça, tu protèges toi et les gens qui t'aiment et qui veulent pas qu'il t'arrive des trucs. Et en même temps, peut-être que tu aides quelqu'un qui est dans la merde. Ouais. Mais bon, hein, c'est facile à dire. Et puis, comme d'hab, toujours forcément aussi facile à faire à chaque fois. Ouais. C'est sûr. Carrément. Voilà. On n'aura même pas parlé tant d'art que ça au final dans ce podcast. On a plus parlé de philosophie et de vision du monde, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. Bon, alors du coup on va passer aux artistes. Ouais. Alors, qui est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui, messieurs, dames? Eh bien, donc aujourd'hui, Mandrin, je vais vous présenter l'artiste qui se nomme, du moins sur Instagram, Cautery. Cautery. D'accord. Que je vous invite à aller voir, du coup. Que puis-je dire de lui? Pourquoi je parle de lui d'ailleurs? Pourquoi lui et pas un autre, dis-nous? C'est pas forcément évident parce que il y a quand même une tripotée d'artistes que j'adore. Notamment sur Instagram, qui est une plateforme assez cool quand même pour avoir accès à plein de choses. Cautery, je l'aime beaucoup parce que il dessine mieux que moi et que je crois que c'est vers ce style que j'aurais aimé tendre. C'est-à-dire que malgré mon âge et malgré les années qui s'accumulent d'illustration que je fais, je vacille encore entre différents styles. C'est assez difficile de se faire confiance sur un genre qui pourrait me représenter. Et lui, je trouve que ce qu'il a fait, c'est très propre, c'est très... on reconnaît bien sa patte. Effectivement. J'aime assez. Et évidemment, donc il fait de la BD, enfin il fait du comics américain. Et en plus de ça, il dessine souvent plein de trucs à côté. Et force est de constater qu'on a, si pas les mêmes références, on a quasiment les mêmes références. De Samurai Champloo à Pokémon, forcément, à Akira, à Dragon Ball, à tout ça, aux jeux vidéo, Spyro, Crash. On a un univers très très différent parce que lui c'est vachement le Bronx et compagnie, quoi. Mais je trouve ça assez frais ce qu'il fait, super bien dessiné, anatomiquement c'est cool et en même temps ça a du charme, donc ça fait bien BD, en même temps ça abandonne pas l'anatomie, enfin voilà, je trouve que c'est propre ce qu'il fait. Il a une production qui est assez violente quand même, hein. Je suis assez jaloux, on va pas se mentir. Il produit, il dessine bien, sa BD a l'air cool, je l'ai pas encore commandé mais je veux et je le vais. Et voilà, je sais pas ce que je peux vous en dire de plus. Il dessine rapidement, c'est un bon mélange entre le comics et le manga, je trouve, parce que il a des codes du coup que j'appellerais frais, parce que du coup que l'univers asiatique soit dans les comics américains, je pense qu'on peut quand même parler du coup de quelque chose qui est vraiment de notre époque et pas du comics à l'ancienne, quoi. Qui m'attire pas énormément, hein. L'univers du comics, je suis pas un grand amoureux. Je suis beaucoup plus amoureux de la BD franco-belge ou du manga, justement. Mais enfin voilà, je trouve qu'il fait un bon mixte. C'est du beau boulot. Ouais, effectivement, c'est très très chouette. J'aime bien comment il... Et puis, depuis peu, nous travaillons sur la même plateforme, puisque il travaille sur l'iPad Pro avec Procreate, et c'est mon cas aussi. Je crois que c'est le cas de plus en plus de gens, hein, en même temps. C'est vraiment en même temps, c'est un super instrument, quoi. Ouais, carrément. Tu passes de l'ordi avec tes 15 câbles, alimentation et Cintiq, à une tablette nickel. Ouais. Moi, franchement, je dessine jamais, hein. Je dessine très très peu, mais à chaque fois que je vais à l'Art Weekend, je vois tout le monde qui est avec son iPad Pro et son stylet qui dessine sur le truc, et je suis là genre, ça a l'air trop bien. Mais c'est génial, et franchement, je serais pas surpris que dans peu de temps, tu arrives à faire de la 3D avec ça, quoi. Ah oui, mais je pense qu'il y en a déjà. Des applis, puis même économiquement, je veux dire, Photoshop, j'adore, hein, j'adorerais toute ma vie.
Mais Photoshop, on connaît le prix. Procreate, alors c'est pas Photoshop encore, il y a encore des choses qui manquent, des choses qui sont pas encore super fonctionnelles, mais on parle de 8 € et t'as l'application à vie. Ouais. Ah non, mais complètement. Non, mais après, le truc, c'est que Photoshop, à la base, c'est pas fait pour dessiner, c'est fait pour modifier des images. Donc, que Bien ce soit sûr, photo, mais ça fait de etc. nombreuses années que du coup, ça offre quand même... Oui, il y a des outils de dessin qui sont très bons, mais le truc, c'est que Procreate est vraiment, vraiment fait pour ça, quoi. C'est comme Paintool Voilà. Sai ou quoi. Ouais. Je pense, j'ai jamais trop utilisé, mais je pense que retoucher une photo sur Paintool, sur Sai ou sur même Procreate, ça doit quand même être une autre paire de manches qu'avec Photoshop. Hein. C'est pas fait pour, mais après t'as Lightroom, des trucs comme ça qui sont plus faits. Photoshop, ça fait quand même des années que c'est quand même fait pour un petit peu tout ce qui touche à l'image. Traitement d'image, ouais. Voilà. Parce que sinon, mon père qui est photographe, ça fait longtemps qu'il est que sur Lightroom, par exemple. Je crois qu'il touche même plus à Photoshop. Ah non, bah moi quand je fais de la photo, j'utilise que Lightroom. Hein. Photoshop ne m'en sert pas. Hein. Ouais. À moins que vraiment il faille enlever un truc, tu vois. Mais ouais. Sinon non, c'est. Ouais. Bah en tout cas, ouais, très très chouette cet artiste. J'aime bien son trait assez dynamique, c'est cool. Carrément. Ouais, je suis très fan aussi. De quoi, pardon? Non, je disais que j'aimais beaucoup aussi. Eh ben, cool, ça me fait plaisir. Vraiment, lui, j'étais content de voir son boulot et il produit, quoi. C'est hallucinant. J'aimerais bien savoir ses journées parce que. Ouais. Moi, c'est les gens comme ça en général, ils font que ça. Et en même temps, plus tu fais, plus t'es efficace, et plus t'es efficace, plus tu fais, donc c'est génial. Mais, je pense pas que tu puisses atteindre ce genre de niveau en faisant 1 heure par jour le mardi. C'est tout, quoi. C'est clair, c'est clair. Ok, cool. Eh ben, très bien. Merci du partage, en tout cas. Merci. Eh ben, avec plaisir. Ouais. Tous les liens sont évidemment dans la description. Hein. Oui. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Du coup, qui c'est qui va? Personne? Oui, c'est qui va quoi? Parce que nous aussi, on présente un artiste chacun. Oui. Moi, je veux bien m'y mettre. Ah, allez. Ouais. Alors, moi, je présente Yves Rahuel. Pas beaucoup d'abonnés, mais son dessin me touche. Alors, c'est un univers principalement sombre, quand même. Hein. Tu regardes la totalité de ses images, c'est du noir et blanc ou du foncé. Ouais. Et en fait, ce que j'aime bien chez cette personne, c'est que je sais pas pourquoi, ses dessins, surtout ses dessins juste au trait, ça me fait penser au manga Blame, au dessin, aux premières ébauches que Nihei a pu dessiner en fait. Je t'avoue que je connais pas ce manga. Blame, c'est une expérience visuelle, hein, parce que c'est le premier manga que Nihei a fait, et c'est très charcuté, c'est très sombre, c'est très assuré, c'est brouillon en fait, ça demande un effort mental pour lire le manga, je te jure. Ouais, je vois. Mais du coup, il y a un univers tellement particulier, c'est vachement impressionnant, et du coup, ces personnages aussi dans ce manga sont très, disproportionnés, petite tête, un corps très fin, très long, un visage très épuré. Et du coup, ça me fait penser à ça. Du coup, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, ce que fait Yves Rahuel, ça me touche aussi parce que ça me fait écho à ça. Et je sais pas, c'est surtout ces dessins au trait juste sa silhouette comme ça, d'un seul trait comme ça, je trouve ça super beau. Il y a beaucoup d'adresses. C'est un peu disproportionné, mais c'est maîtrisé si tu veux. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en fait. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et ces personnes méritent bien plus d'abonnés qu'elle n'a là. Je pense. Ouais, ça me fait pas mal penser au Doggy Bags. Je sais pas si vous connaissez Doggy Bags. Du tout. C'est Label 619 qui fait ça. Donc c'est les gars de Mutafu, Kaz, The Grocery et tout. Mm-hmm. Et en gros, c'est des nouvelles. Clairement, la ligne édito, c'est gore et trash. Et ils ont pas mal d'artistes qui ont des traits un peu comme ça. Là, je suis assez loin de ma bibliothèque, je peux pas l'atteindre avec mon câble, donc je peux pas... Attendez 2 secondes, je me lève. Alors, en tout cas, ce qu'il y a sur cette page, il y a vraiment des trucs qui me parlent beaucoup aussi, Yves Rahuel, là, du coup, il y a des trucs un peu aussi en mode, l'horreur... du vaste, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça,
J'ai quelqu'un qui me souffle dans l'oreille. Cosmique, l'horreur cosmique. Il y a un dessin en particulier vraiment super canon avec un truc chelou, très loin et très grand. Et en plus, tous ces trucs au trait, ils ont cette espèce d'atmosphère un peu sombre et dark dont Ouais, tu parles, clairement. sur laquelle je suis pas forte pour mettre des mots. Voilà, mais c'est pas grave. C'est plus du ressenti qu'autre chose, voilà. Ouais, exactement. Mais ouais, c'est vachement sympa. Et du coup, ouais, Mandrin, Ouais, Doggy si, Dog, c'est ça. C'est label. label 619, ouais, c'est Run, Monsieur Moutafoukas qui gère un peu tout ça. Et ils ont. En fait, ils sortent c'est comme des comics en fait. Et à chaque fois, il y a trois petites nouvelles. Mais c'est de la BD, il y a du sang partout, ça parle de cul, tout ça. Et le dessin est assez comment dire, ouais, comme un peu, ça ressemble pas mal à ça, dans le sens où c'est très très vif, très genre le gars il a pris son feutre, il a fait un dessin, il a pas fini ses hachures et puis il a mis des aplats de couleurs, ça déborde un peu et tout. Enfin, clairement c'est un peu trash, et j'adore ça en fait. Vraiment, je trouve ça très vivant en fait comme BD. C'est pas justement, c'est pas je vais dire franco-belge dans le sens où c'est pas Uderzo quoi, tu vois, qui fait son joli Oui, trait non, avec clairement. son pinceau et machin, il y a rien qui dépasse et tout, et justement t'en as partout. Sans que le gars il a vécu son dessin quand il l'a fait quoi. Après, Uderzo, ça reste un dessin expressif quand même. Ah oui, hein. non, je dis Pardon. pas, je dis C'est pas. le genre. C'est le genre cartoon. Ouais, je vois ce que tu veux Je dire. dis pas du C'est le tout genre cartoon, mais que c'est pas que les autres ne sont pas expressifs. C'est juste que là, c'est poussé à l'extrême, quoi. C'est limite. ouais. Tu sais, quand t'étais petit, et que tu faisais un coloriage, tu coloriais du sang et tu faisais pendant que Je tu. faisais, mais c'est ça. sale, quoi. Tu sais, tu fais des bruits quand tu dessines. Là, tu fais genre. Tu vois, genre, le mec, tu l'entends T'as faire mis ça quand tu l'intention regardes dans son le dessin. dessin. Tu vois, tu sais qu'il a fait ça en dessinant et c'est trop bien, quoi. Ouais. Oui. Non, franchement, j'aime bien, ouais. C'est très cool. Mais du coup, moi, je vais revenir sur Blame. Si vous connaissez pas, c'est un manga qui vaut vraiment le coup d'œil. Si vous tapez vite fait Blame manga. Ça s'écrit comment ? BLME. Ouais, c'est ça. Sur oui, je Google l'ai. Images, je pense que vous verrez de quoi je parle en fait, comparé au dessin de Yves Révell, franchement. Juste pour les visages et tout, enfin, je sais pas, moi, ça me. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. ouais. Je Je vois. dirais que ça me fait écho à ça, quoi. Et c'est un super manga, vraiment. Donc voilà. Ok. Ouais, cool. Trop bien. Voilà. Oui. Cool. On dirait un petit peu le boulot de Gali. Ça vous parle pas Tu veux dire c'est Gun? Gun. Ouais, exactement. Ouais, Gun, c'est vraiment canon aussi. Dans le genre qualité graphique, Clairement. tu ne te lasses pas. Ouais, C'est vrai que ça peut faire penser aussi. Ouais. C'est cool. Ok, cool. Du coup, tu veux y aller ou tu veux que... Moi, je peux y aller. Ok, vas-y. De toute façon, la tienne, on va l'inviter, donc... du coup, moi, je vous présente un illustrateur qui s'appelle David Garrido et qui a un style, comme j'ai dit à Anaïs avant le podcast, un peu Disney, mais pas trop. Et j'aime bien ce qu'il fait, en fait. C'est-à-dire qu'il a un trait qui est assez très cartoon, très... presque enfantin, et en même temps qui est assez dynamique et vraiment c'est des courbes mais qui sont quand même assez vives et ça donne énormément de dynamisme à tout ce qu'il fait, tous ses dessins et tout. Ses persos, ils ont des lignes de force dans tous les sens et c'est vraiment sympa. Ça fait un dessin très efficace. Ouais. Genre, avec peu de traits et tout. C'est ça. Et pareil, tu sens que le gars, en fait, son dessin, il a posé les traits, puis il les a fait avec tout son bras, tu vois. Puis peut-être qu'il a utilisé son corps aussi pour pivoter. Mais genre vraiment, tu sens qu'il dessine vite et efficace, quoi. Ça marche trop bien, quoi. Donc, Il a le coup pas dans l'œil, quoi.
C'est ça. Et il y a les pleins et les déliés aussi qui sont hyper bien Ouais, conçus c'est pour fou être, ça. Il arrive vachement à jouer avec ça et pareil, il arrive à donner un style au perso qu'il fait. Genre là, il a fait Spirou, il a fait Mickey, tu vois, il a fait des mecs de Street Fighter et tout, qui sont, enfin, on les reconnaît, mais en même temps, c'est vraiment les siens, quoi, tu vois. Et c'est très très cool, je trouve. Oui, en effet. Voilà. En vrai, encore chapeau à tous les gens qui dessinent comme ça, un peu Disney cartoon et tout, parce que c'est tellement dur en vrai, quoi. Ouais, je à suis faire. d'accord. Après, il faut que ce soit placé au bon endroit. Ah là là, mais C'est c'est ça. Et que ça ait l'air super fluide sans raison. C'est ça. C'est la synthèse pure des formes et du dynamisme, quoi. C'est incroyable. C'est C'est ça. tellement dur. Enfin, oui, bien sûr, c'est dur quand t'as pas l'habitude, bah oui. Oui, bien sûr. Mais oui, même, c'est du taf, c'est pas parce que genre le dessin a l'air simple que c'est genre C'est ça. c'est du taf pour réussir à faire genre ouais super Ouais, facile. exactement. c'est Et ça. c'est assez marrant parce que ceux qui dessinent pas, ils ont beaucoup de mal à concevoir qu'il y a une vérité dans ce que tu viens de dire. Et ça, Clairement. c'est Pour eux, Titeuf, c'est forcément évident. Pareil, du coup, du Disney comme ça, ce serait un petit peu. C'est cartoon, donc du coup, c'est pas photoréaliste, donc du coup, c'est pas. Ah bah je pense qu'on difficile. a beaucoup truc, entendu. c'est Le ça, coup c'est- de toute façon le manga c'est parce que ça se fait vite, c'est pour ça qu'ils font Voilà. cette Ça se stylisation. saurait si c'était des mauvais dessinateurs, les mecs, quoi, franchement. Mais c'est Genre, ouais. ça se fait pas plus vite qu'un autre dessin, c'est juste Mais- que tu répètes beaucoup plus de fois un même dessin pour avoir cette efficacité du Non, trait. mais il n'y a pas beaucoup de traits, c'est moins compliqué. Voilà. Ouais, Non, bien mais sûr. c'est épuré, donc fastoche, bien sûr. Mais ouais, moi, ce qui me tue en voyant ça, c'est quand au taf, on regarde les séquences de storyboard. Les gars, ils arrivent à te faire passer des messages de fou en 3 traits, quoi. Genre vraiment, c'est un aplat de gris, ils ont mis 3 lignes, ils ont fait 2 taches blanches pour les yeux et tu t'as tout compris, quoi. C'est justement parce que c'est plus facile, Mandrin. T'as pas C'est su ça, la oui, penser. non, mais c'est vrai, c'est plus Il facile. ferait plus de traits, ce serait plus difficile. Ouais, hein. exactement. Ça. Non, mais voilà. Oui. Donc ouais, du coup, je suis tombé sur son profil l'autre jour, je sais même plus comment, et c'était une bonne surprise. En effet. Voilà. Ok, super cool. Ouais, voilà. Carrément. Du coup, Rose, c'est à toi. Rose, c'est ton tour. Oui. Alors moi du coup c'est Linu que vous connaissez donc les petits copains. Oui. Parce que c'est une copine et qui fait vraiment des dessins magnifiques, beaucoup des meufs qui sont superbes. Et en plus, du coup, je l'ai. Elle a déjà pas mal de gens qui la connaissent et je pense qu'on va pas lui faire énormément de pub, mais en vrai, je pense qu'elle mérite quand même beaucoup plus parce que son taf est super cool. Et elle vend beaucoup de dessins aussi. Et du coup, l'autre jour, j'ai reçu plein de dessins et de stickers. Oui. Et du coup, voilà. Et il y a encore sa boutique, je crois, qui est toujours en ligne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Oh mais oui, c'est vrai. Oh merde, c'est vrai. Et ouais. Alors, bon anniversaire, Célia. Bon anniversaire. Super en retard parce que du coup, le temps que ça sorte. Mais on l'a dit le vrai jour. Voilà, on l'a dit le vrai jour. Donc là, on est bien le 22 juillet. Même si cet épisode ne sortira pas avant le 2 août. Voilà. Le 2 août ou le 26 Non, le juillet 26, c'est... Attends. Non, le 26, c'est l'épisode 2 de Massy et Jérémy. C'est pour les épisodes VIP, ce sera le 2 août. Voilà. Le 26 juillet. Si, t'es VIP, toi. Si. Les VIP, c'est les gens qui vont passer ou sont passés. Voilà. Et qui ont le droit à un épisode en avance. Voilà, l'épisode d'une semaine à l'avance. Et oui. Venez sur le Discord. Voilà, faites ça. C'est bien le Discord, c'est sympa. Voilà, mais oui, c'est très très cool ce qu'elle fait, Célia. Pareil, elle a un style Disney, mais pas trop aussi. Hein. Ouais, en fait, elle est capable de maîtriser beaucoup de trucs différents, je trouve. Que ce soit du coup des choses très léchées, des choses très épurées, des choses très mignonnes, des choses très sombres. Et ouais, du coup, c'est cool un peu tout ce qu'elle peut faire. C'est clair, elle est vachement polyvalente dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle produit. Ouais. Et notamment, elle a fait une série sur Infinite Painter avec un... Comment dire ?
une brush en fait, mais qui est vachement large, comme si tu avais un gros carré noir ou un fusain, tu vois. Et je trouve que ces dessins-là, surtout, ils sont au niveau au-dessus, je trouve, pour moi. Ouais, clairement, mais il y a un... dans le rythme, justement, des formes et tout. Je trouve ça très fort aussi qu'elle arrive justement à faire des dessins aussi clean avec des brushes aussi fat en fait. Parce que c'est même pas comme les artistes d'avant qui ont un line qui est assez constant quand même, tu vois, bon, ils jouent avec les pleins et les déliés, mais là c'est vraiment le coup de brush, il va de très fin à vraiment super épais quoi. Ouais, la calligraphie quoi. Ouais, c'est ouf quoi, je trouve ça vraiment ouf. Faut que j'apprenne à dessiner avec ça, moi. ouais, j'apprenne à dessiner tout court d'ailleurs. La sensation de sculpter et tout, et peut-être que ça j'ai essayé, tu sais, tout ce qui est fusain, mine de plomb, les carrés et tout, mais j'arrive pas. Horreur du fusain. Ouais. Moi j'adore le carré compté. Oh là, c'est tellement bien. Ouais. J'achète plus de papier de grosse qualité, alors j'en fais plus trop, mais c'est tellement bien. Mais bon, oui, donc voilà. Voilà, allez voir ce que fait Linu sur Instagram. Voilà. Il y a le lien dans la description et c'est très bien. Ouais. Ça fera du bien à vos petits yeux. Tout à fait. Ainsi que les autres aussi. Voilà. Et ben je crois que c'est tout. Ouais. Et bien oui, tout à fait. Alors désolé encore une fois d'être arrivé en retard. Je suis très forte pour noter les trucs sur mon calendrier, n'est-ce pas? Non, voilà. Pour la peine, tu feras la prochaine intro. Voilà, exactement. Ouais, je vois. Oui. Et puis, merci beaucoup d'être venu, du coup, Lucas. Je suis vraiment désolé d'avoir... pas de souci. Et merci à toi. Ouais, et bah du coup, merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram et Twitter. On a aussi un Discord et une adresse mail. Si jamais vous avez des questions, que vous voulez discuter avec nous, on sera heureux de vous y accueillir. Avec d'autres gens d'ailleurs. Voilà, il y a plein d'autres gens. Vous pouvez retrouver tous nos invités. Ils sont sur le Discord. Il y a d'autres gens aussi avec lesquels vous pouvez échanger. On a plein de canaux pour parler de paperasse, d'emploi, aider les gens aussi, donner des feedbacks sur les dessins, tout ça. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir dire bonjour et partager avec nous. Tous les liens donc des artistes dont on a parlé sont dans la description. Et merci tout le monde d'avoir participé. Oui, de rien. Et voilà. Puis, voilà, merci à toi aussi. Hein. Ça nous fait plaisir. Ouais, merci. Non, surtout, merci Lucas. Très bonne découverte en tout cas. Merci Mandracine, parce que c'est lui qui t'a introduit. Et, franchement, chapeau pour ce que tu fais, parce que t'es vachement polyvalent finalement. Ouais. Et ça me fait très plaisir. Merci. Et c'est super cool ce que tu fais. Voilà. Merci Lucas d'avoir accepté l'invitation. Et puis du coup, si cette BD vous la lisez quand elle sortira sur Insta, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait très plaisir. Ouais. Carrément. Ouais. On mettra tes deux Insta dans la description. Donc ton Insta d'Ilu et ton Insta de Tatou. Parce qu'il en a deux. Waouh. Voilà. Ouais, incroyable. Eh oui. un véritable influenceur. Ouais, écoute, ça nous fait plaisir. Merci à toi d'avoir partagé avec nous. Voilà. Bon. Et à très bientôt. Bisous à tous, bonne soirée et à bientôt. Tout le monde. Salut. Ciao.